les balais d'essuie-glace hurlaient contre le givre alors que la Citroën 2CV de Sandrine Carter avançait péniblement à travers le blanc opaque d'une route départementale en Lozère. Elle n'aurait jamais dû emprunter cet itinéraire. Les alertes de la radio locale mettaient en garde contre cette tempête depuis 3 jours. Le pire blizzard de décembre en Lozère depuis 1996. Mais son client à Sarlat avait besoin de ses documents fiscaux avant minuit. Et Sandrine n'avait jamais manqué une échéance en 20 ans de comptabilité. C'est alors qu'elle l'a vu. Non, qu'elle les a vus. Ses phares ont capté quelque chose de blanc sur blanc. Un mouvement qui ne correspondait pas à celui de la neige poussée par le vent. Elle a pompé sur les freins, sentant la petite voiture glisser de côté avant de s'arrêter dans un crissement. À travers le chaos hurlant du dehors, 3 formes étaient blotties dans le fossé de drainage, à une dizaine de mètres devant elle. La main de Sandrine s'est instinctivement déplacée vers le pistolet dans sa boîte à gants, une habitude prise depuis qu'elle vivait seule après son divorce. Mais elle ne l'a pas ouverte. Au lieu de cela, elle s'est surprise à ouvrir la portière du conducteur. Le vent l'a frappée comme une agression physique. -20 degrés, selon le tableau de bord. La neige piquait sa peau exposée comme des milliers d'aiguilles glacées. Elle a plissé les yeux face à l'assaut, a fait 2 pas en avant, et s'est figée. Une louve, d'un blanc arctique, massive même dans sa position recroquevillée, et sous elle, à peine visible, 2 louveteaux. Leur corps était rigide, couvert de cristaux de glace qui les faisaient ressembler à de macabres décorations de Noël. La louve adulte a levé la tête. Des yeux jaunes ont rencontré les yeux bruns de Sandrine à travers la distance impossible qui sépare le prédateur de la proie. Le père de Sandrine était mort en croyant que les loups étaient des démons. Il en avait abattu 17 avant de retourner le fusil contre lui-même, brisé par les dettes et la perte de 200 moutons en un seul hiver brutal. La louve aurait dû gronder, montrer les dents, faire n'importe quoi, sauf ce qu'elle a fait ensuite. Elle s'est effondrée vers l'avant sur ses pattes antérieures, la tête baissée, le cou exposé, la posture universelle de la soumission, de l'abandon, de la supplication. L'un des louveteaux a émis un son, pas tout à fait un gémissement, plutôt le dernier souffle d'air s'échappant d'un ballon. Son petit corps a convulsé une fois, puis est resté immobile. « Mon Dieu !» a murmuré Sandrine, les mots emportés par le vent. Elle a couru jusqu'à sa voiture, a attrapé la couverture épaisse derrière son siège. Ses mains tremblaient tandis qu'elle l'étalait sur la neige, à mi-chemin entre sa 2CV et la famille mourante. Puis elle a reculé, laissant la porte passager arrière ouverte. La chaleur s'en échappait en nuages visibles. « Allez », s'est-elle entendu dire. « Je ne vais pas vous faire de mal. Allez. » La mère louve, Sandrine était certaine maintenant que c'était une femelle, a lutté pour se relever. Ses pattes arrière ont fléchi. Il y avait du sang, noir contre la neige. Pas d'une balle. Des marques de morsure, profondes, des blessures d'exclusion. C'est ce que Pierre dirait plus tard. Chassé de sa meute pour avoir perdu son mâle, pour être trop faible pour conserver son territoire. Cela arrive parfois chez les loups. La cruauté de la survie. La louve a attrapé un louveteau par la peau du cou. Si doucement que la poitrine de Sandrine s'est serrée. Elle s'est traînée, elle et le petit, vers la voiture, parcourant 3 mètres en ce qui a semblé durer 10 ans. Elle a déposé le louveteau sur la couverture, puis est retournée chercher le second. Sandrine voulait aider, voulait attraper ce second louveteau, mais 43 ans de sagesse lozérienne la maintenaient figée. On ne touche pas au bébé d'une louve. On ne touche pas à un loup, point final. Le second louveteau ne bougeait plus du tout. La mère louve s'est effondrée à côté de lui, son museau poussant la forme immobile. Un son est sorti de sa gorge, un son que Sandrine n'oublierait jamais. Ni un hurlement, ni un cri. Un pur chagrin maternel. S'il vous plaît, s'est surprise à dire Sandrine, s'il vous plaît, montez simplement dans la voiture, tous les deux. S'il vous plaît. La louve l'a regardé de nouveau. Puis, avec une agonie visible, elle a attrapé le louveteau sans vie et l'a traîné jusqu'à la voiture. Elle a atteint le marchepied avant que ses forces ne l'abandonnent complètement. Sandrine a alors agi sans réfléchir. Elle a attrapé la peau du cou de la louve adulte et l'a soulevée. La louve devait peser 40 kilos, mais l'adrénaline la rendait légère. Sandrine l'a à moitié soulevée, à moitié poussée sur la banquette arrière. La louve n'a pas résisté, n'a pas essayé de mordre, elle est juste tombée sur le siège avec ses 2 petits.
Sandrine a claqué la portière et a couru vers le siège du conducteur. Dans le rétroviseur, elle pouvait voir la louve enroulée autour de ses deux petits, les léchant obsessionnellement. Celui qui était conscient tremblait si fort qu'il semblait avoir une crise d'épilepsie. L'autre? Elle a passé une vitesse. Le refuge de la faune sauvage de la forêt de Brocéliande était à 37 km au nord. Pierre Ried serait là. Il vivait sur place avec sa femme mourante. Il saurait quoi faire. Son téléphone a sonné. Elle a jeté un coup d'œil à l'écran. Stéphane Anderson. Étrange. Stéphane ne l'appelait jamais. Il s'était à peine parlé depuis qu'elle avait signé sa pétition pour fermer le refuge 6 mois plus tôt. Elle l'a laissé tomber sur la messagerie vocale, se concentrant sur la route qui n'arrêtait pas d'essayer de disparaître sous ses pneus. À 8 km du refuge, son téléphone a de nouveau sonné. Cette fois, elle a répondu en haut-parleur, gardant les deux mains sur le volant. Sandrine? La voix de Stéphane était étrange, tendue. Où es-tu en train de conduire? Mauvaise nuit pour ça. De quoi as-tu besoin, Stéphane? J'ai besoin que tu écoutes très attentivement. Il y a une louve là dehors. Une femelle blanche. Elle est marquée. Un animal de recherche. Si tu la vois, tu m'appelles immédiatement. Ne l'emmène pas, je répète, ne l'emmène pas au refuge de la faune sauvage. Les yeux de Sandrine ont filé vers le rétroviseur. La mère louve avait arrêté de lécher ses petits et fixé directement le miroir, comme si elle pouvait comprendre chaque mot. Pourquoi? Sandrine a gardé sa voix stable. Parce qu'elle est à moi, a dit Stéphane. Achetée et payée il y a 3 semaines à un contact du programme de récupération. Elle vaut 50 000 €, Sandrine. 50 000 €. Sa fourrure est spéciale. Sa fourrure? Les mains de Sandrine se sont crispées sur le volant. C'est un animal de recherche. Et tu parles de sa fourrure. Les animaux de recherche sont abattus tout le temps. Je l'ai acheté légalement à quelqu'un qui en avait l'autorité, mais elle s'est échappée pendant le transfert. Méga la traque depuis des semaines. On l'a finalement coincée hier, mais cette salope s'est enfuie. Lucas l'a vu se diriger vers la départementale il y a environ 1 heure. La louve sur la banquette arrière a émis un son bas, pas un grognement, plutôt un son de reconnaissance. Je n'ai vu aucun loup, a dit Sandrine. Tu es sûr? Parce que si quelqu'un venait à, disons, interférer avec la récupération de ma propriété légale, ce serait du vol. Un vol qualifié, en fait, un crime. J'ai dit que je n'ai rien vu. Il y eut une pause. Puis la voix de Stéphane s'est faite plus basse. Ton père m'aurait appelé, Sandrine. Il comprenait ce que ces choses sont vraiment. Des tueurs. Jusqu'au dernier. Sandrine a raccroché. Sur la banquette arrière, la louve avait repris son léchage. Mais maintenant, Sandrine a remarqué autre chose dans le rétroviseur. Autour du cou de la louve, à peine visible sous la fourrure emmêlée, il y avait un collier. Pas un collier de recherche. Cela était épais, et évident, avec des antennes visibles. Celui-ci était fin, noir, avec une petite LED rouge qui clignotait toutes les 3 secondes. Un collier de pistage, du genre que les chasseurs utilisent pour leurs chiens, du genre qui pouvait être suivi par n'importe qui avec le bon récepteur. Sandrine a attrapé son téléphone, a commencé à composer le numéro de Pierre pour le prévenir. L'écran s'est allumé avec un SMS entrant d'un numéro inconnu. Vérifie la bouche du louveteau mort. Un ami. Le sang de Sandrine s'est glacé, et ça n'avait rien à voir avec l'hiver lozérien. Dans le miroir, elle pouvait voir le louveteau immobile entre les pattes de sa mère. Sa bouche était légèrement ouverte, et quelque chose de blanc était visible entre ses petites dents. Quelque chose qui ressemblait à du papier plié. La 2CV de Sandrine a fait une embardée alors qu'elle donnait un coup de volant à droite, les pneus crissant dans le talus de neige. Le moteur a toussé, puis s'est éteint. Dans le silence soudain, elle pouvait entendre la respiration laborieuse de la louve, humide et ralente. Elle s'est retournée. Les yeux de la mère louve suivaient ses mouvements, mais l'animal n'a pas levé la tête de ses petits. Le papier dans la bouche du louveteau mort était plus clair maintenant. Certainement du papier, plié serré, coincé entre des dents pas plus grandes que l'ongle du petit doigt de Sandrine. Son téléphone a vibré.
Même numéro inconnu. 30 secondes. Prends-le maintenant. Les mains de Sandrine bougeaient déjà, détachant sa ceinture de sécurité. Le plafonnier a clignoté quand elle a ouvert sa portière, puis elle a grimpé entre les sièges pour passer à l'arrière. Les muscles de la louve se sont tendus, mais elle n'a pas bougé. Ne pouvait pas bouger. Sandrine a réalisé que le sang sous elle s'était étalé sur le simili-cuir, sombre et épais. Le papier était coincé. Sandrine a tiré doucement. Le corps du louveteau était raide, gelé, sauf là où la langue de sa mère avait travaillé. Le papier s'est déchiré. La moitié s'est détachée. Des phares ont balayé la lunette arrière. Sandrine a fourré le papier déchiré dans sa poche et est retournée en hâte au siège du conducteur. Le moteur a démarré à la 3e tentative. Dans le miroir, un véhicule s'était arrêté à 50 mètres derrière. Des pleins phares perçaient la tempête. Elle a attrapé son téléphone, a composé le numéro de Pierre, directement sur la messagerie vocale. La tempête devait avoir de nouveau mis hors service l'antenne relais du refuge. Le téléphone fixe, alors. Elle le connaissait par cœur depuis des années de réunions du conseil d'administration de la faune sauvage, à l'époque où elle croyait encore que le centre était un gouffre financier pour la ville. Refuge de la faune sauvage. La voix de Pierre, rauque de sommeil. Pierre, c'est Sandrine Carter. J'arrive avec des loups blessés. Dans 10 minutes. Sandrine. Mon Dieu. Dans cette tempête. C'est grave? Les phares derrière elle ont commencé à bouger. Ils se rapprochaient. Grave. Une mère et 2 petits. Un petit est déjà mort. Pierre, écoute. Quelqu'un pourrait me suivre. Stéphane Anderson. Il dit que la louve est sa propriété. Silence. Puis, Aurora? Femelle blanche, collier bleu, une cicatrice sur le museau. Sandrine a vérifié le miroir. Oui, il y avait une ligne pâle dans la fourrure au-dessus du nez de la louve. Oui, tu la connais. Bon sang. Oui, je la connais. Elle a disparu depuis 3 semaines. Ce n'est pas la propriété de Stéphane. C'est un animal de recherche fédéral, elle fait partie de l'étude génétique du Mercantour. Sandrine, si Stéphane a été. La ligne a été coupée. Les phares étaient à 30 mètres derrière maintenant. Assez près pour que Sandrine puisse distinguer la forme. Un pick-up surélevé, une barre de phare sur le toit. Le camion de Stéphane. 25 mètres. 20. La louve sur la banquette arrière a levé la tête, ses yeux reflétant les phares qui la poursuivaient. Elle savait, d'une manière ou d'une autre. Elle savait exactement qui arrivait. Les pleins phares de Stéphane ont inondé l'habitacle de Sandrine. Elle pouvait voir sa calandre dans son rétroviseur maintenant, le Ram 3500 personnalisé, noir avec des crânes chromés sur le pare-buffle. Son compteur de vitesse indiquait 50 km/h. Plus vite et elle glisserait dans les arbres. La louve, Aurora, a émis un son que Sandrine n'avait jamais entendu. Ni un grognement, ni un gémissement. Quelque chose entre les deux. Le louveteau survivant s'est pressé plus fort contre le ventre de sa mère. La clôture du refuge de la faune sauvage est apparue dans la neige. Du grillage rouillé, affaissé sous le poids blanc. Le portail principal était ouvert. Pierre devait être sorti après son appel. Elle a dérapé en le franchissant, a fait une embardée à gauche vers la lumière de sécurité jaune du bâtiment principal. Le camion de Stéphane l'a suivi, moteur rugissant. Il a accéléré, l'a dépassé, coupant brusquement à droite pour bloquer le chemin vers la clinique. Sa portière s'est ouverte avant même qu'il ne soit complètement arrêté. Sandrine a pilé. À travers le pare-brise, elle a regardé Stéphane s'avancer vers elle, un fusil à la main, non pas pointé sur elle, mais sur sa banquette arrière. Elle a tendu la main vers le pistolet dans sa boîte à gants. Ses doigts ont trouvé la crosse juste au moment où Pierre Reed s'est matérialisé depuis la porte de la clinique, un fusil de chasse levé. Pas un pas de plus, Stéphane. Stéphane s'est arrêté à 5 mètres du camion de Sandrine. La neige s'accumulait sur ses épaules, sur sa barbe grise. Ma propriété est dans ce véhicule, Pierre. J'ai les papiers. Va te faire foutre, a dit Pierre, s'avançant, gardant son fusil de chasse à l'horizontale. Même à 68 ans,
en pantalon de pyjama et bottes non lacées, il avait l'air de savoir s'en servir. Aurora est un animal de recherche fédéral depuis 3 ans. Plus maintenant. Stéphane a sorti un document plié de sa veste, l'a brandi d'une main. Je l'ai acheté à Michel Morrison. Il a l'autorisation de l'Office national des forêts pour abattre les animaux à problème. Elle a tué 7 moutons près du col de Finiel il y a 2 semaines. Aurora n'a jamais été près de Finiel. Son GPS l'a montré à 60 km au sud jusqu'à ce que le collier s'éteigne. Pierre s'est approché, plissant les yeux vers le papier dans la main de Stéphane. Et Michel Morrison n'a pas l'autorité de vendre des animaux de recherche. C'est un piégeur sous contrat, pas. Lis-le toi-même. Stéphane a jeté le papier. Il a atterri dans la neige entre eux. Signé et certifié conforme. J'ai payé 50 000 € pour cette louve. Soit elle vient avec moi maintenant, soit j'appelle le capitaine Brennan. Pierre n'a pas baissé son fusil de chasse. Sandrine, tu peux conduire? Oui. Va à la clinique. Entrée arrière. Elle a passé la marche arrière. Stéphane a pointé son fusil vers ses pneus. Le fusil de chasse de Pierre a détonné. Le coup est parti haut, au-dessus de la tête de Stéphane, mais celui-ci s'est jeté à plat ventre dans la neige. Sandrine a mis les gaz en marche arrière, tournant le volant. Le camion a fait une embardée sur le côté du bâtiment. Des détecteurs de mouvement ont déclenché des projecteurs qui ont illuminé le quai de chargement arrière. Elle pouvait voir Monique Reed à travers les portes vitrées, une bouteille d'oxygène à côté d'elle, les tenant ouvertes. Sandrine s'est garée brutalement contre le quai. Monique tendait déjà la main vers la porte arrière de la voiture, l'autre agrippant son déambulateur. La porte s'est ouverte et Aurora a levé la tête, les yeux écarquillés de peur ou de fièvre. « Oh, ma chérie » a murmuré Monique. « Qu'est-ce qu'ils t'ont fait ?» Ensemble, elles ont soulevé Aurora. La louve pesait moins que ce que Sandrine attendait, peut-être 30 kilos alors qu'elle aurait dû en peser 40. Monique a attrapé le louveteau survivant tandis que Sandrine soutenait l'arrière-train d'Aurora. Le sang de la louve a laissé une traînée sur le béton du quai de chargement. À l'intérieur, la clinique sentait le désinfectant et la nourriture pour chiens. Des cages bordaient les 2 murs, la plupart vides. Un coyote à 3 pattes les a regardés passer. 2 aigles, les ailes bandées, ont tourné la tête à l'unisson. Elles ont placé Aurora sur la table d'examen en acier sous les néons. Sandrine pouvait voir l'étendue des dégâts. 3 morsures sur la patte arrière de la louve, infectée et suintante. Une entaille le long de ses côtes, et autre chose. Un trou dans son épaule, petit et rond. Une blessure par balle, a dit Monique en sondant doucement. Du 22, peut-être. Récente. Stéphane a dit Michel Morrison. Michel Morrison est un salaud qui vendrait sa mère pour de la bière. Monique a inséré une perfusion dans la patte avant d'Aurora avec une aisance professionnelle malgré ses mains tremblantes. Léo, on a besoin de toi. Des bruits de pas ont retenti dans le couloir. Léo Chen est apparu. 24 ans, étudiant vétérinaire en décrochage, le seul personnel que Pierre pouvait encore se permettre. Il a jeté un coup d'œil à Aurora et a commencé à sortir du matériel des armoires. Mon Dieu. Sceptique. Pas loin, a dit Monique, qui prélevait déjà du sang. Le louveteau est en hypothermie. Température corporelle probablement en dessous de 32. Par la fenêtre, Sandrine pouvait voir Pierre et Stéphane toujours face à face sur le parking. Stéphane était de nouveau debout, gesticulant sauvagement avec son fusil. Des gyrophares rouges et bleus clignotaient au loin. La gendarmerie. Le papier. Sandrine a sorti le morceau déchiré de sa poche. L'eau de la neige fondue avait brouillé une partie de l'écriture, mais elle pouvait déchiffrer, point pas ce qu'ils prétendent. Morrison illégal. Preuve d'an. Le reste avait disparu, toujours coincé dans la bouche du louveteau mort dans sa voiture. Sandrine. La voix de Léo était tranchante. Tiens-lui la tête. Elle convulse. Le corps d'Aurora s'est raidi, puis a commencé à convulser. De l'écume teintée de rose par le sang est apparue à sa bouche. Sandrine a appuyé sur le crâne de la louve, sentant la chaleur de la fièvre à travers sa fourrure. Le louveteau survivant, oublié sur la table d'appoint, a commencé à pleurer en petits cris aigus et désespérés. Monique a injecté quelque chose dans la perfusion.
Diazépam. 2 mg. Les convulsions ont ralenti, puis ont cessé. La respiration d'Aurora est devenue superficielle. Elle entre en état de choc. Léo a pressé un stéthoscope contre sa poitrine. Rythme cardiaque en baisse. 60. 55. Les mains de Monique bougeaient avec une vitesse surprenante pour quelqu'un qui se mourait d'un cancer. Une autre seringue. Une autre injection. Épinéphrine. 0,5. Pendant tout ce temps, Sandrine a gardé ses mains sur la tête d'Aurora, sentant le crâne de la louve sous la fourrure. La chaleur s'estompait lentement. Les cris du louveteau s'affaiblissaient. La voix du capitaine Brennan a traversé la fenêtre. Maintenant, Pierre, calmons-nous tous un peu. Sandrine a de nouveau regardé le papier. Quelqu'un était mort pour faire sortir cette information, l'avait fourrée dans la bouche d'un louveteau mort, sachant que quelqu'un la trouverait, sachant que c'était assez important pour. Les yeux d'Aurora se sont ouverts. Pas le jaune auquel Sandrine s'attendait. Ils étaient devenus pâles, presque blancs. Les pupilles si dilatées qu'elles ressemblaient à des trous. Elle est aveugle, a dit Monique doucement. L'infection est dans son cerveau. Léo préparait déjà autre chose, les mains stables malgré le diagnostic. Antibiotiques. Tout ce qu'on a. Monique s'est tournée vers Sandrine. Il y a un congélateur dans l'arrière-salle. Il devrait y avoir des poches de plasma sur la deuxième étagère. Elle en a besoin. La porte de la clinique s'est ouverte en grand. Stéphane était là. Le capitaine Brennan derrière lui. Assez de ces conneries. Stéphane a levé son fusil, le pointant directement sur Aurora. Morte ou vive, cette louve est à moi. C'est écrit noir sur blanc dans le contrat. Et si elle est si malade que ça, autant la battre maintenant. Sandrine s'est interposée entre le fusil et la louve. Il faudra me tirer dessus d'abord. Le doigt de Stéphane s'est déplacé vers la gâchette. Ton père aurait compris, Sandrine. Les loups sont de la vermine. Jusqu'au dernier. Le louveteau survivant a choisi ce moment pour pleurer de nouveau. Un son si petit, si désespéré que même Stéphane a jeté un coup d'œil dans sa direction. C'est à ce moment-là que Sandrine a remarqué que Monique tenait un scalpel. Quand l'avait-elle ramassé? Et pourquoi regardait-elle Stéphane avec une expression que Sandrine n'avait jamais vue sur le visage de la femme mourante? Une rage pure et froide. Les doigts de Monique ont blanchi autour du scalpel. Stéphane Anderson. Espèce de menteur de merde. Le capitaine Brennan s'est avancé. Maintenant, Madame Reed. Michel Morrison ne travaille pas pour l'Office national des forêts, la voix de Monique a tranché dans la pièce. Il a perdu son contrat il y a 3 mois. Je le sais parce que j'ai traité ses documents de licenciement. Je suis toujours bénévole pour le bureau fédéral malgré. Elle a levé son autre main de son déambulateur, montrant la pompe à morphine scotchée à sa paume. Le fusil de Stéphane a vacillé. Tu es confuse, Monique. Le cancer est dans ton cerveau. Le cancer est dans mes os, pas dans mon cerveau. Elle s'est avancée en traînant les pieds, tirant la bouteille d'oxygène. Et j'ai des copies de chaque document que l'ONF a émis depuis 1987. Michel Morrison a été viré pour avoir vendu des vésicules biliaires d'ours condamnés à des acheteurs chinois. Sandrine a senti la tête d'Aurora bouger sous ses mains. La respiration de la louve était devenue rapide, superficielle. Ses gencives étaient blanches. Léo a pressé ses doigts sur son artère fémorale. Poufilant. Elle a besoin de sang maintenant. Congélateur, a dit Monique sans se détourner de Stéphane. Arrière-salle. Vas-y. Sandrine a couru. L'arrière-salle était exiguë, remplie d'équipements médicaux donnés qui semblaient sortir des années 80. La porte du congélateur était coincée. Elle a tiré plus fort. À l'intérieur, des sacs en plastique de plasma congelé côtoyaient. Mon Dieu, le déjeuner de quelqu'un. Un sandwich au beurre de cacahuète étiqueté, Léo. Ne pas voler. Elle a attrapé 3 poches de plasma. À travers l'embrasure de la porte, elle pouvait entendre Brennan dire « Voyons cette soi-disant preuve, Pierre. » La preuve est que le collier d'Aurora transmet toujours à la base de données fédérale, la voix de Pierre venait du parking. Vérifiez par vous-même.
Ouvrez l'application. Sandrine est revenue pour trouver Léo qui avait inséré une deuxième perfusion dans l'autre patte avant d'Aurora. Il a pris le plasma, l'a suspendu à un cintre tordu attaché à la lampe suspendue. Le flux a commencé, rouge-brun foncé dans la veine de la louve. C'est impossible, disait Stéphane. Le collier est mort depuis des semaines. Le GPS est mort. Monique n'avait pas bougé, tenant toujours ce scalpel comme si elle savait s'en servir. La puce d'identification émet toujours un signal lorsqu'elle est scannée. Chaque loup de recherche en a une. Capitaine, vous pouvez vérifier cela vous-même. Appelez l'ONF tout de suite. Brennan avait l'air mal à l'aise. Il est plus de minuit, Madame Reed. Ils ont une ligne d'urgence 24 heures sur 24 pour le braconnage. Le louveteau a recommencé à pleurer. Sandrine l'a pris, a senti son petit cœur battre la chamade contre sa paume. Il pesait peut-être 1,5 kg. Ses yeux n'étaient même pas encore ouverts. Passe cet appel, Nicolas, a dit Pierre. Toujours dehors, mais sa voix était plus proche maintenant. Où je le ferai. Stéphane a légèrement baissé son fusil. Même si la louve est fédérale, j'ai toujours un acte de vente de quelqu'un qui n'avait pas l'autorité de vendre. Monique a toussé, des taches de sang frappant son masque chirurgical. C'est comme acheter une voiture volée à quelqu'un qui prétend travailler à la préfecture. Le corps d'Aurora a eu une secousse. Ses yeux aveugles se sont révulsés. Elle convulse de nouveau, a dit Léo. Madame Reed, j'ai besoin de vous. Monique s'est détournée de Stéphane, se déplaçant plus vite que Sandrine ne l'avait vu bouger depuis des mois. Ses mains ont trouvé la tête d'Aurora. Palpant le long du crâne. Pression sous-durale. Les infections provoquent un édème. Il nous faut un chirurgien, a dit Léo. Il nous faut 15 000 € pour un chirurgien, a dit Pierre, apparaissant dans l'embrasure de la porte, son fusil de chasse toujours à la main. Ce que nous n'avons pas. Alors elle meurt, a dit Stéphane. Problème résolu. Sandrine a sorti son téléphone. Sa limite de crédit était de 12 000 €, mais elle avait 7 000 sur son compte courant. Qui appelons-nous? Le docteur Bernard ne viendra pas. Léo préparait une autre injection dans une seringue. Pas pour un loup. La docteure Valérie Dubois à Aix-en-Provence pourrait, a dit Monique. Mais elle voudra être payée d'avance. Sandrine a commencé à composer. Combien d'avance? La totalité. Le téléphone a sonné 2 fois, puis une voix endormie. Dubois. Docteur Dubois, c'est Sandrine Carter. Je suis au refuge de la faune sauvage avec une louve gravement blessée. Elle a besoin d'une intervention chirurgicale immédiate. Mademoiselle Carter, il est plus de minuit et il y a un blizzard. 15 000 € en liquide. Je peux vous les virer maintenant. Silence. Puis, 20 000. Prime de risque pour la météo. L'estomac de Sandrine s'est noué. Je n'ai pas 20 000. Alors je suis désolé. Attendez. Sandrine a regardé Stéphane. Vous avez dit que la louve valait 50 000 €. Stéphane a ri. Tu veux que je paie pour la sauver afin de pouvoir la tuer? Vous voulez votre propriété? La voix de Sandrine est restée stable. Morte, elle vaut quoi? Sa fourrure? 5 000? Vivante, vous avez dit 50. Donc la maintenir en vie représente un bénéfice de 45 000 € pour vous. Le capitaine Brennan a changé de pied. Elle n'a pas tort, Stéphane. Ou alors, a continué Sandrine, nous attendons que l'ONF vérifie qu'elle est une propriété fédérale. Alors vous n'aurez rien et serez peut-être accusé de tentative de braconnage d'un animal de recherche. Contre sa paume, elle sentit le rythme cardiaque du louveteau ralentir. Il mourait, tout comme sa mère. Tout comme son frère. La mâchoire de Stéphane s'est crispée. 10 000. Je couvre 10 000. Marché conclu. Sandrine a parlé dans le téléphone. Docteur Dubois, 20 000 garanties. À quelle vitesse pouvez-vous être ici? 40 minutes si les routes sont dégagées. Elles ne le sont pas. Alors 1 heure, peut-être 90 minutes. Peut-elle tenir jusque-là? Sandrine a regardé Aurora. Le souffle de la louve était court. Du sang avait commencé à suinter de son nez.
Je ne sais pas. Commencez le mannitol pour l'édème cérébral. 1 gramme par kilogramme. Si vous n'avez pas de mannitol, utilisez une solution saline hypertonique. Solution à 3%. Poussée lente. Monique se dirigeait déjà vers l'armoire à pharmacie. Nous avons du mannitol. À peine. Et faites baisser cette fièvre. Des poches de glace s'il le faut. La température corporelle doit être inférieure à 39. La ligne a été coupée. Léo a branché la perfusion de mannitol pendant que Monique plaçait de la glace autour du corps d'Aurora. La louve n'a pas réagi. Ses yeux étaient devenus fixes, fixant le vide. Pierre a posé son fusil de chasse contre le mur. « Capitaine, vous voulez passer cet appel à l'ONF maintenant ?» Brennan a sorti son téléphone. « Ouais. Ouais, je pense que je ferais mieux. » Stéphane est resté là, le fusil pendant mollement dans ses mains. C'est des conneries. Tout ça. Sandrine l'a ignoré, se concentrant sur le louveteau dans ses mains. Sa respiration était à peine perceptible. Elle a attrapé un coussin chauffant sur une étagère, a enveloppé le louveteau dedans, l'a tenu contre sa poitrine. Il y a autre chose, a dit Monique doucement, penchée sur Aurora. Cette blessure par balle, ce n'est pas du 22. Elle a brandi un fragment qu'elle avait retiré de l'épaule de la louve. Même couvert de sang, Sandrine pouvait voir que quelque chose n'allait pas. Trop gros, trop déformé. Ça vient d'un fusil de chasse, a dit Pierre. 308 ? Peut-être ? Monique a hoché la tête. Et à en juger par l'angle, elle a été tirée d'en haut. Comme depuis un hélicoptère. Sandrine s'est souvenue du papier dans sa poche, du message partiel. Preuve dans. Dans quoi ? Dans le louveteau mort qu'elle avait laissé dans la voiture. Je dois vérifier quelque chose, a-t-elle dit en se dirigeant vers la porte. C'est laquelle les a vus, à travers la fenêtre. 3 paires de phares entrant dans le parking du refuge. Pas des véhicules de gendarmerie. Des pics UPS, tous surélevés avec des barres de phare. Et sur le siège passager du camion de tête, clairement visible alors qu'il passait sous la lumière de sécurité, se trouvait Michel Morrison. L'homme que Stéphane prétendait lui avoir vendu Aurora. L'homme que Monique disait avoir été renvoyé pour braconnage. Et il portait ce qui ressemblait à un AR-15. Tout le monde à terre. La voix de Pierre est sortie, stable, contrôlée. Sa main a trouvé l'interrupteur. La clinique a été plongée dans le noir. Sandrine est tombée à genoux, serrant toujours le louveteau. Par la fenêtre, elle a regardé Michel Morrison sortir du camion de tête. 2 hommes ont suivi du 2e véhicule. Elle a reconnu Lucas Brennan, le neveu du capitaine, et Hugo Anderson, le fils de 20 ans de Stéphane. Les portes du 3e camion sont restées fermées. Nicolas, Pierre a parlé au capitaine. Ce sont tes gars ? Le visage de Brennan était devenu pâle dans la faible lumière de secours. Lucas n'est pas de service. Pas de service avec un fusil d'assaut. Stéphane s'est dirigé vers la porte. La main de Monique s'est projetée, a attrapé son poignet. Pour une femme mourante, sa poigne l'a fait grimacer. « Tu les as appelés ?» a-t-elle dit. Ce n'était pas une question. J'ai appelé Michel à propos de ma propriété, Stéphane a essayé de se libérer. C'est tout. La voix de Morrison a traversé les portes vitrées. Stéphane, t'es là-dedans ? Le capitaine Brennan a redressé sa ceinture de service. Je m'en occupe. Il a poussé les portes. Sandrine l'a entendu dire, Michel, qu'est-ce que tu fais ici ? La même chose que toi, capitaine. Je protège les droits de propriété. Avec des armes. Aux dernières nouvelles, le 2e amendement s'applique toujours en Lozère. Sandrine a rampé jusqu'à la table d'Aurora, restant sous le niveau de la fenêtre. La respiration de la louve était devenue irrégulière. 3 inspirations rapides, puis rien pendant plusieurs secondes, puis de nouveau des halètements. Une respiration de Shane Stokes. Elle avait entendu ce terme quand son père mourait. Léo a pressé son oreille contre la poitrine d'Aurora. Le rythme cardiaque baisse. 40 battements par minute. Le mannitol devrait faire effet. Monique a lâché Stéphane, a palpé le crâne d'Aurora. L'édème ne diminue pas.
Le louveteau dans le bras de Sandrine a frissonné. Sa petite bouche s'est ouverte, s'est fermée. Aucun son n'est sorti. Sandrine. Pierre est resté près de la fenêtre, son fusil de chasse à la main. Il y a une sortie de secours par le bloc opératoire. Prends les lots et va-t'en. Allez où? N'importe où. La docteure Dubois sera là-dedans. Il a regardé sa montre. 40 minutes, peut-être moins. La voix de Morrison, de nouveau. Capitaine, on sait que la louve est là-dedans. Stéphane a des papiers légaux. On est juste là pour l'aider à la récupérer. Avec des armes d'assaut, Brennan semblait moins certain maintenant. Avec tout ce qui est nécessaire. Sandrine a regardé Aurora. La déplacer la tuerait probablement. Ne pas la déplacer la tuerait certainement. Soit de l'infection, soit de Morrison. Monique, a chuchoté Sandrine, peut-elle survivre à un transport? Non, Monique n'a pas hésité. Les convulsions. Une vitre a volé en éclats. La fenêtre avant a explosé vers l'intérieur. Pas à cause d'un coup de feu. Une brique a atterri sur le sol de la clinique. Une note attachée avec un élastique. Pierre l'a attrapée, l'a tenue à la lumière de secours. Dernière chance. Sortez la louve ou on entre. Nicolas, a crié Pierre. Tu vois ça? Ils viennent de détruire une propriété. Pas de réponse. Sandrine a regardé par-dessus le rebord de la fenêtre. Le capitaine Brennan se tenait entre Morrison et la clinique, mais sa main reposait sur son pistolet rengainé, pas dégainé. Lucas Brennan s'était déplacé à la gauche de son oncle, son fusil nonchalamment en travers de sa poitrine. Merde. Pierre a armé son fusil de chasse. Léo, barricade la porte du bloc opératoire. Léo a couru. Sandrine a entendu des meubles traîner sur le lino. Monique a tiré quelque chose de sous la table d'examen. Une boîte verrouillée que Sandrine n'avait pas remarquée. À l'intérieur, un Smith & Wesson .38 et 2 chargeurs rapides. Pierre le garde pour les urgences. Elle l'a chargé avec des mains stables malgré le tremblement dû à sa maladie. Je n'aurais jamais pensé en avoir besoin. Stéphane a ri. Vous êtes fou. Ce n'est qu'un loup. Il ne s'agit pas du loup, Sandrine s'est surprise à parler. N'est-ce pas, Stéphane? Il s'agit de ce qu'Aurora prouve. Le visage de Stéphane a changé. Tais-toi. Le collier de pistage, le tir depuis l'hélicoptère, l'implication de Morrison. Les pièces se sont assemblées dans l'esprit de Sandrine. Vous organisez une opération de chasse illégale, vendant des trophées de loup garantis à des clients riches. Tu ne sais rien du tout. Je sais que Morrison a été viré de l'ONF. Je sais que quelqu'un se souciait assez d'Aurora pour mettre des preuves dans la bouche de son louveteau mort. Je sais. Tout le monde dehors. A hurlé la voix de Morrison. Vous avez 30 secondes. Pierre a regardé Monique. 40 ans de mariage dans ce regard. Elle a hoché la tête. Sandrine, prends le louveteau et sors par la porte de derrière. Je ne pars pas. Si, tu pars. La voix de Monique portait une autorité que Sandrine n'avait jamais entendue chez elle. Parce que s'il nous arrive quelque chose à tous, quelqu'un devra dire la vérité. Le corps d'Aurora a convulsé. Pas une crise cette fois. Elle essayait de lever la tête. Ses yeux aveugles cherchaient dans la pièce. Un son est sorti de sa gorge, presque inaudible. Le même son qu'elle avait fait au-dessus de son louveteau mort dans la neige. Elle sait, a dit Léo depuis l'embrasure de la porte du bloc opératoire. Elle sait qu'ils sont là pour elle. 20 secondes. Sandrine s'est levée. Le louveteau ne pesait rien dans ses bras. Elle a reculé vers le bloc opératoire, observant Stéphane. Il n'avait pas bougé de sa place près de la porte, son fusil toujours à la main mais pas levé. Hugo est là dehors, lui a-t-elle dit. Ton fils. Alors quand Morrison commencera à tirer, tu penses qu'il fera attention aux tirs croisés? La mâchoire de Stéphane s'est crispée. Michel ne va pas. 10 secondes. Pierre s'est positionné derrière une table d'examen renversée. Monique s'est assise à côté d'Aurora, une main sur la tête de la louve, l'autre tenant le .38. Sandrine a atteint la porte du bloc opératoire.
Léo a attrapé son bras, l'a tiré à l'intérieur. La pièce derrière était sombre, du matériel poussé contre les portes. Mais là, une autre porte, un panneau de sortie brillant en vert au-dessus. 4. 3. Elle a entendu Stéphane dire, bon sang, Michel. Attends. 2. Léo l'a poussé vers la sortie. Vas-y. Je vais les retarder. 1. Les portes d'entrée ont explosé. Pas à coups de pied. Morrison avait tiré sur la serrure. Sandrine l'a vu entrer, fusil levé. Lucas et Hugo derrière lui. Où est-elle? La voix de Morrison a rempli la clinique. Où est Malouve? Propriété fédérale, a dit Pierre de derrière sa barricade. Vérifie le registre toi-même. Je me fous du registre. Morrison a pointé le fusil vers Pierre. Cette louve m'a coûté 70 000 euros. Sandrine s'est figée. 70 000? Mais Stéphane avait dit 50. Stéphane a dû l'entendre aussi. Michel, de quoi tu parles? Tu me l'as vendu pour 50. Morrison a ri. 50? Mon Dieu, Stéphane, je l'ai vendu à M. Tekashi pour 70. 20 pour moi, 50 pour toi. Sauf que tu étais censé la livrer il y a 3 semaines. Tekashi? Stéphane a baissé son fusil. Le collectionneur japonais. Tu avais dit que l'acheteur était anonyme. Il l'était. Pour toi. Sandrine sentit Léo la tirer vers la sortie, mais elle résista. Elle avait besoin d'entendre ça. Espèce de fils de pute, la voix de Stéphane s'est brisée. Tu te servais de moi. Me servir de toi? Tu t'es porté volontaire dès que je t'ai parlé de la louve blanche. Génétique rare, tu as dit. Vaut une fortune pour le bon acheteur. Pour la fourrure, pas pour le zoo privé d'un riche connard. Morrison a pointé le fusil vers Stéphane. Fourrure, zoo. Quelle est la différence? Le fait est que Tekashi veut sa louve. Vivante ou morte, il paiera. Mais vivante vaut plus. Monique a parlé depuis le côté d'Aurora. Elle ne survivra pas au transport jusqu'au Japon. Ce n'est pas mon problème. Morrison s'est avancé vers la table d'examen. Pousse-toi, la vieille. Monique n'a pas bougé. Non. Morrison a levé le fusil. J'ai dit, pousse-toi. Michel. Le capitaine Brennan était finalement entré, la main sur son pistolet, mais pas dégainé. Pose ce fusil. La ferme, Nicolas. Tu es seulement ici parce que Lucas s'est porté garant pour toi. Il a dit que tu jouerais le jeu. Oncle Nicolas, la voix de Lucas s'est brisée. Je ne me suis porté garant pour rien. Michel a dit que tu étais déjà d'accord. Le visage de Brennan s'est assombri. D'accord avec quoi? Toute l'opération, Morrison a gardé le fusil pointé sur Monique. Les chasses en hélicoptère. Les trophées garantis. Stéphane a dit que tu touchais 20%. C'est un mensonge. Stéphane s'est avancé. Nicolas, je n'ai jamais. La ferme, vous tous. Le doigt de Morrison s'est déplacé vers la gâchette. La louve vient avec moi, maintenant. Aurora a émis un autre son, plus fort cette fois. Sandrine a regardé en arrière et a vu que les yeux de la louve s'étaient légèrement éclaircis. Pas complètement, toujours trouble à cause de l'infection, mais conscient. Elle regardait Morrison, se souvenant de lui. Elle vous connaît, a dit Sandrine assez fort pour être entendue. C'est vous qui lui avez tiré dessus depuis l'hélicoptère. Morrison lui a jeté un coup d'œil. T'es qui, toi? Celle qui l'a trouvée mourante dans un fossé avec ses petits. Des petits? Les yeux de Morrison se sont rétrécis. Où sont les petits? Sandrine a senti le battement de cœur du louveteau survivant contre sa poitrine. Plus faible maintenant. Mort. Tous les deux. Pourquoi ça a de l'importance? Morrison s'est tourné vers Stéphane. Tu avais dit qu'elle était seule. Elle l'était quand Lucas l'a repérée. Mais elle avait des petits. Des louveteaux blancs. Tu as une idée de ce que ça vaudrait? Le louveteau contre la poitrine de Sandrine a bougé,
a émis le plus petit des sons. La tête de Morrison s'est tournée brusquement vers elle. Il est vivant. Il a commencé à marcher vers le bloc opératoire. Pierre s'est levé de derrière sa barricade, son fusil de chasse s'élevant. Morrison a tourné son fusil et a tiré. Le son dans l'espace clos était assourdissant. Pierre a tournoyé, et tombé. Le sang s'est étalé sur son épaule. Monique a crié. Pas un mot, juste un son brut. Elle a levé le point 38 et a tiré. La balle a touché Morrison à la cuisse. Il a trébuché, mais n'est pas tombé. Salope! Il a pointé le fusil vers elle. Le fusil de Stéphane s'est levé. Michel, non. Morrison a tiré. La balle a touché Monique en pleine poitrine. Elle est tombée en arrière contre la table d'Aurora. La louve, d'une manière ou d'une autre, l'a rattrapée. Aveugle, mourante, Aurora a tourné son corps pour amortir la chute de Monique. Mon Dieu! Le capitaine Brennan a finalement dégainé son arme. Gendarmerie. Personne ne bouge. Morrison a tourné le fusil sur lui. Nicolas, ne sois pas stupide. Tu viens de tirer sur 2 personnes qui hébergeaient une propriété volée. Ce n'est pas comme ça. Sandrine a entendu le clic d'un chien qui s'arme. Léo se tenait dans l'embrasure de la porte du bloc opératoire avec un Remington 870 qu'elle ne savait pas être là. Laissez-les partir, a dit Léo. Pierre et Monique ont besoin d'ambulance, maintenant. Morrison a ri. Gamin, tu es en infériorité numérique et moins bien armé. Peut-être, la voix de Léo est restée stable. Mais je suis aussi le seul ici qui sait comment garder cette louve en vie pour ton acheteur. Morrison a hésité. Merde. Il a regardé Lucas Brennan. Prends le pouls de Monique. Lucas s'est agenouillé à côté de Monique. Ses doigts ont trouvé son cou. Faible, mais il y en a un. Elle respire. À peine. Léo a dit, pneumothorax. Poumon collabé. Elle sera morte dans 10 minutes sans traitement. Pierre se vide de son sang par l'artère brachiale. 5 minutes pour lui. Donc. Je suis un étudiant vétérinaire de 4e année. J'ai fait des stages en médecine d'urgence. Je peux les maintenir en vie jusqu'à l'arrivée des secours. Ou je peux rester là à les regarder mourir pendant que nous discutons d'une louve qui est déjà en état de mort cérébrale à cause de la septicémie. Sandrine a regardé Aurora. Les yeux de la louve s'étaient fermés. Seule la légère montée et descente de ses côtes montrait qu'elle vivait. Très bien. Morrison a légèrement baissé son fusil. Appelle l'ambulance. Mais la louve vient avec moi. Non. Sandrine s'est avancée, tenant toujours le louveteau. Elle ne vient pas. Le fusil de Morrison s'est tourné vers elle. Dernier avertissement, qui que vous soyez. Sandrine Carter, elle a rencontré ses yeux. Fille de Robert Carter. Vous vous souvenez de lui? L'éleveur qui a perdu 200 moutons en 2012. Les yeux de Morrison se sont rétrécis. Carter? Ouais, je me souviens. Il m'a engagé pour nettoyer les loups de sa terre. Il a bien payé, aussi. L'estomac de Sandrine s'est retourné. Quoi? Tu ne savais pas ça, hein? Ton père m'a payé 5 000 € pour empoisonner la meute du Gévaudan. J'en ai eu 6 avant que l'ONF ne s'en mêle. La pièce a tourné. Son père avait engagé cet homme. Avait payé pour le meurtre de la meute d'Aurora. C'est comme ça que tout avait commencé. Morrison a continué, l'argent de ton père, ma petite. J'ai acheté mes premières heures d'hélicoptère avec. Sandrine a senti la respiration du louveteau s'arrêter. Le petit battement de cœur sous sa paume a vacillé, puis s'est arrêté. Le dernier louveteau était mort. Mais dans sa bouche, se souvint-elle, se trouvait le reste de ce message. Elle devait se rendre à sa voiture. C'est alors qu'elle les a entendus. Des sirènes. Pas une ou deux, mais plusieurs, qui se rapprochaient. Morrison les a entendus aussi. Il s'est tourné vers Lucas. Va voir dehors. Lucas Brennan s'est approché de la fenêtre brisée. Merde, Michel. Il y a au moins 6 unités qui arrivent. La gendarmerie nationale.
Morrison s'est tourné vers Brennan. Tu les as appelés? Pas les nationaux, Brennan avait l'air confus. Pourquoi aurais-je fait ça? C'est moi. La voix venait de derrière Morrison. Hugo Anderson se tenait dans l'embrasure de la porte, son téléphone portable à la main. J'ai tout diffusé en direct sur Facebook. Y compris le moment où tu as tiré sur 2 personnes. Morrison s'est retourné vers lui. Hugo a brandi son téléphone, montrant l'enregistrement, toujours en cours. 14 000 spectateurs et ça continue de monter. Salut maman. Salut tout le monde. Voici Michel Morrison, et il vient d'avouer avoir pratiqué la chasse illégale au loup. Les sirènes étaient plus fortes maintenant. Les lumières clignotaient à travers les fenêtres brisées. Morrison a attrapé Hugo, a pressé le fusil contre sa tête. Tout le monde recule où le gamin meurt. Le fusil de Stéphane s'est levé instantanément, visant la tête de Morrison. Lâche-le. Michel, lâche ce fusil. Stéphane, lâche le tien. Père et fils se sont regardés à travers 6 mètres de distance. Les yeux d'Hugo étaient écarquillés mais stables. La main de Stéphane tremblait légèrement, faisant vaciller le canon du fusil. Papa, a dit Hugo doucement. Ça va. La ferme. Morrison a pressé le canon plus fort contre la tempe d'Hugo. C'est à ce moment-là qu'Aurora s'est levée. Aurora n'aurait pas dû être capable de se tenir debout. Ses pattes arrière tremblaient, le sang suintait toujours des plaies infectées. Ses yeux aveugles fixaient le vide. Mais elle était debout, oscillant entre Morrison et la forme sanglante de Monique. La prise de Morrison sur Hugo s'est resserrée. Mais qu'est-ce que... La louve a fait un pas en avant. Sa patte avant a fléchi. Elle s'est rattrapée. A fait un autre pas. De la salive mêlée de sang coulait de sa bouche ouverte. La perfusion de mannitol s'est arrachée de sa patte, éclaboussant le sol de liquide. Tirez-lui dessus, a crié Morrison à Lucas. Tirez sur cette salope de louve. Lucas a levé son fusil, puis l'a baissé. Michel, il y a des gens derrière elle. La tête d'Aurora s'est tournée vers la voix de Morrison. Ses babines se sont retroussées, montrant les dents. Aucun grognement n'est sorti, sa gorge ne produisait que des respirations humides et râlantes. Elle a fait un autre pas. Elle est enragée. Morrison a traîné Hugo en arrière vers la porte. Stéphane, ton fils va se faire mordre par une louve enragée. Elle n'est pas enragée, Léo n'avait pas bougé de l'embrasure de la porte du bloc opératoire, le rementon toujours levé. Elle protège Monique. Sandrine a posé délicatement le louveteau mort sur un comptoir et s'est déplacée le long du mur vers Pierre. Il gisait dans une mare de sang grandissante, les yeux fermés, la poitrine bougeant à peine. Elle a pressé ses mains contre la blessure de son épaule. Du sang chaud pulsait entre ses doigts. Les sirènes hurlaient plus près. À travers la fenêtre brisée, les lumières rouges et bleues peignaient la neige de couleurs alternées. Morrison a traîné Hugo d'un autre pas en arrière. Tout le monde reste où il est où. Aurora a bondi. Pas sur Morrison. Dans l'espace entre lui et Hugo. Sa mâchoire s'est refermée sur le canon du fusil de Morrison, tirant sur le côté. Le mouvement aurait dû être impossible pour une louve aussi mourante. Mais l'élan et le désespoir lui ont donné de la force. Le fusil a déchargé, une balle traversant les dalles du plafond. Morrison a perdu sa prise sur Hugo, qui a trébuché en avant et a couru. Morrison a tenté de récupérer son fusil, mais Aurora s'y est accrochée, son poids le tirant vers le bas. Il lui a donné un coup de pied dans les côtes. Elle a lâché le fusil et s'est effondrée, mais son corps est tombé en travers de la porte, bloquant sa sortie. Bouge. Morrison a pointé le fusil sur la tête d'Aurora. Le fusil de Stéphane a détonné. L'arme de Morrison a volé de ses mains, tournoyant sur le sol. Morrison a attrapé sa main en hurlant. 2 de ses doigts avaient disparu. Personne ne bouge. Le capitaine Brennan avait son pistolet pointé sur Morrison. Michel Morrison, vous êtes en état d'arrestation. Vous ne pouvez pas. Morrison a bercé sa main mutilée contre sa poitrine. Stéphane m'a tiré dessus. Ce connard m'a tiré dessus. Les gendarmes ont afflué par la porte, armes dégainées. Tout le monde, lâchez vos armes, maintenant. Stéphane a posé son fusil sur le sol.
Léo a déposé le rementon. Lucas Brennan a laissé tomber son fusil et a levé les mains. Il nous faut des médecins, a crié Sandrine, ses mains toujours pressées sur la blessure de Pierre. 2 personnes blessées. Les ambulanciers se sont précipités avec des brancards. 2 sont allés vers Pierre, écartant doucement Sandrine. Leurs mains gantées se sont déplacées avec une efficacité professionnelle, pansant la plaie, posant des perfusions. 2 autres se sont agenouillés à côté de Monique. Blessure par balle au thorax droit, a crié l'un. Pneumothorax probable. Celui-ci a perdu beaucoup de sang, a dit l'ambulancier qui s'occupait de Pierre. Il faut y aller maintenant. Sandrine les a regardés soulever Pierre sur un brancard. Son visage était gris, ses lèvres bleuissaient. Monique était déjà en train d'être évacuée, un masque à oxygène sur le visage, un drain thoracique étant inséré pendant qu'il se déplaçait. Un gendarme s'est approché de Sandrine. « Madame, êtes-vous blessée ?» Elle a baissé les yeux. Ses mains étaient couvertes du sang de Pierre. Sa veste en était trempée. « Non, ce n'est pas le mien. Vous devez sortir. Le contrôle animalier est en route. » Non. Sandrine s'est tournée vers l'officier. Elle a besoin d'un chirurgien vétérinaire. La docteure Dubois vient d'Aix-en-Provence. Madame, ce n'est pas mon. Aurora a émis un son. Ni un hurlement, ni un gémissement. Quelque chose entre un halètement et un gémissement. Elle essayait de ramper vers la porte par où ils avaient emmené Monique. Léo s'est laissé tomber à côté de la louve. Elle fait un arrêt cardiaque. Il a commencé les compressions thoraciques, ses mains trouvant l'endroit juste derrière les pattes avant d'Aurora. La bouche de la louve s'est ouverte plus grand, la langue pendante, devenant déjà bleue. « Allez » marmonna Léo, pompant régulièrement. « Allez » Hugo est apparu avec un ballon de réanimation du chariot d'urgence accidenté. Il l'a placé sur le museau d'Aurora, insufflant de l'air dans ses poumons pendant que Léo continuait les compressions. Sandrine regardait, hébétée. Morrison était assis contre le mur, 2 gendarmes de chaque côté de lui, sa main mutilée enveloppée de gaz. Stéphane se tenait avec Lucas Brennan, tous 2 menottés. Le capitaine Brennan se disputait avec un sergent de la gendarmerie nationale. « 1 minute, a dit Léo, pompant toujours. 2 minutes. Le corps d'Aurora était flasque. Aucune réponse. 3 minutes. Hugo continuait d'insuffler, des larmes coulant sur son visage. Elle m'a sauvé. 4 minutes. Léo, a dit Sandrine doucement. Elle est partie. Non. Il n'a pas arrêté. La docteure Dubois sera là d'1 minute à l'autre. 5 minutes. Une femme en blouse a fait irruption par la porte. Un sac médical à la main. Où est ma patiente ? La docteure Dubois s'est laissée tomber à côté d'Aurora. A écarté Léo. Ses mains ont volé sur le corps de la louve, cherchant le moindre signe de vie. Elle a sorti une lampe stylo, a vérifié les yeux. Fixe et dilaté. Elle a pressé un stéthoscope contre la poitrine d'Aurora. Aucune activité cardiaque. Depuis combien de temps est-elle en arrêt ? 6 minutes, a dit Léo. C'est trop. La docteure Dubois s'est arrêtée, a pressé le stéthoscope plus fort. Attendez. J'ai quelque chose. À peine perceptible. Mais elle a attrapé une seringue de son sac, a aspiré un médicament. Épinéphrine, forte dose. L'aiguille est allée directement dans le cœur d'Aurora. Rien. Atropine. Une autre injection. Le corps d'Aurora a eu une secousse. Puis plus rien. Rien. Une de plus. La docteure Dubois a préparé une 3e seringue. C'est tout ce que je peux faire. L'aiguille est entrée. Les yeux d'Aurora se sont ouverts. Pas les yeux aveugles et troubles d'avant. Clair, jaune et conscient. Elle a halté, la poitrine se soulevant, ses pattes s'agitant, essayant de se lever. « Tenez-la !» a ordonné la docteure Dubois. Elle va tout déchirer. Sandrine et Léo ont immobilisé les épaules d'Aurora pendant que la docteure Dubois travaillait, posant de nouvelles perfusions, injectant des antibiotiques, des anti-inflammatoires, d'autres anticonvulsivants. La respiration de la louve s'est stabilisée, bien que toujours laborieuse.
Elle a besoin d'une intervention chirurgicale immédiate, a dit la docteure Dubois. L'infection s'est propagée à son cerveau. J'ai besoin d'un bloc opératoire. L'hôpital de la ville est à 5 minutes, a dit le sergent de la gendarmerie. Ils ne prendront pas un loup. Alors elle mourra. Sandrine s'est souvenue de quelque chose. Morrison avait mentionné un acheteur. Tekashi. Il avait dit qu'il avait payé 70 000 € pour Aurora. Le sergent a sorti son téléphone. Tekashi, japonais. C'est ce que Morrison a dit. Le sergent a passé un appel, parlant doucement. Puis, Hiroshi Tekashi, homme d'affaires japonais. Nous le suivons pour trafic illégal d'espèces sauvages. Si Morrison lui vendait, c'est une affaire fédérale. Ça fait intervenir la gendarmerie nationale, a dit le capitaine Brennan. Le sergent a terminé son appel. Ils sont déjà en route. Apparemment, cette diffusion en direct sur Facebook a attiré leur attention. Hugo a brandi son téléphone. 38 000 spectateurs maintenant. La docteure Dubois travaillait toujours sur Aurora. Je me fiche de la gendarmerie ou des spectateurs. Cette louve a besoin d'une opération maintenant ou elle est morte. Prenez mon camion, a dit soudainement Stéphane. Tout le monde s'est tourné pour le regarder. Il se tenait là, menotté, le visage hagard. Il est aménagé pour le transport de grands animaux. Couchette chauffée, sangle. Les clés sont dessus. Le sergent a secoué la tête. Vous êtes en état d'arrestation. Pourquoi? La voix de Stéphane s'est brisée. J'ai fait tomber le fusil de Morrison de sa main pour sauver mon fils. Pour le reste, j'ai acheté ce que je pensais être une louve légalement abattue. J'ai des papiers. Des papiers frauduleux que je ne savais pas être frauduleux. Sandrine a regardé le visage de Stéphane. Il avait peur. Pas de la prison. D'autre chose. S'il vous plaît, a dit Stéphane, laissez-les utiliser mon camion. La louve. Elle n'a pas attaqué Morrison. Elle aurait pu le tuer. Tuer Hugo. Elle a juste fait tomber le fusil. Le sergent a réfléchi. Très bien. Agent Martinez, allez avec eux. La docteure Dubois et Léo ont soulevé Aurora sur un brancard improvisé. Sandrine a attrapé les fournitures médicales. Alors qu'il transportait Aurora devant Stéphane, les yeux de la louve se sont fixés sur lui. Stéphane a reculé. Je suis désolé, a-t-il dit. Sandrine n'était pas sûre s'il parlait à la louve ou à son fils. Dehors, le parking était un chaos. Des véhicules d'urgence partout. Des lumières clignotantes. Les radios crépitaient avec des nouvelles de Pierre et Monique. Tous deux encore en vie, tous deux dans un état critique. Ils ont chargé Aurora dans le camion de Stéphane. La docteure Dubois est montée à côté d'elle, déjà au téléphone avec l'hôpital de la ville, se disputant avec les administrateurs. Léo conduisait. Sandrine s'est assise à l'arrière, une main sur la tête d'Aurora. Les yeux de la louve ont trouvé les siens. Toujours jaune, toujours sauvage, mais présent, conscient. Le louveteau, a dit soudainement Sandrine. Le louveteau mort. Il y a quelque chose dans sa bouche. Une preuve. Quoi? L'agent Martinez s'est retourné depuis le siège avant. Quelqu'un a mis une note dans la bouche du louveteau mort. La moitié est dans ma poche, mais le reste. Où est le louveteau? Dans ma voiture. Ou peut-être encore dans la clinique. Il y en avait deux. Un mort à l'arrivée, un mort pendant la confrontation. Martinez a contacté la scène par radio. Ils les trouveront. La docteure Dubois a juré. L'hôpital refuse d'admettre un loup. C'est une pièce à conviction dans une affaire fédérale, a dit Martinez. Ils doivent. Ils ne doivent rien faire du tout, les mains de la docteure Dubois n'arrêtaient pas de travailler sur Aurora. Elle a besoin d'un bloc opératoire stérile et ils ne le feront pas. Le téléphone de Sandrine a sonné. Numéro inconnu. Elle a failli ne pas répondre. Puis elle a reconnu l'indicatif régional. Aix-en-Provence. Bonjour. Mademoiselle Carter. C'est le directeur régional et de l'ONF. Je crois comprendre que vous avez une de nos louves de recherche. Aurora? Oui.
Elle est mourante. L'hôpital ne veut pas. Ils le feront maintenant. Je suis au téléphone avec leur administrateur. Protocole fédéral d'urgence pour la faune sauvage. Mettez-moi en haut-parleur. Sandrine l'a fait. La voix du directeur a rempli le camion. Docteur Dubois, voici le code d'autorisation fédéral Alpha 77. Aurora est une propriété de recherche critique. Ressources fédérales complètes autorisées. Il était temps, a marmonné la docteur Dubois. Il y a plus, a continué M. Tekashi a été arrêté il y a 1 heure à San Francisco. Il dirigeait un réseau de trafic international. Des animaux exotiques pour des collectionneurs privés. Morrison était l'un de ses fournisseurs. Combien d'animaux? A demandé Sandrine. Des centaines. Loups, ours, pumas. Certains vendus vivants, d'autres pour leur partie. La respiration d'Aurora a eu un hoquet. La docteur Dubois a ajusté le débit d'oxygène. Dans 2 minutes, mademoiselle Carter, a dit le directeur. Nous aurons besoin de votre déposition. La vidéo d'Hugo Anderson en montre une partie, mais vous étiez la première sur les lieux. Pierre et Monique Reed doivent être protégés, a dit Sandrine. Morrison leur a tiré dessus. Il pourrait y avoir d'autres personnes impliquées. Les maréchaux fédéraux sont déjà en route. Ils sont arrivés aux urgences de l'hôpital. Une équipe chirurgicale attendait avec un grand brancard pour animaux. Alors qu'ils transféraient Aurora, Sandrine a vu que les yeux de la louve se refermaient. Attendez. Sandrine a fouillé dans sa poche, a sorti le morceau de papier déchiré. Directeur quelqu'un a mis une preuve dans la bouche du louveteau mort d'Aurora. En voici la moitié. Elle l'a tenu devant la caméra de son téléphone. L'écriture était tachée, mais visible. Point pas ce qu'ils prétendent. Morrison illégal. Preuve dans. Preuve dans quoi? A demandé Je ne sais pas. Le reste est encore dans le louveteau. Ils ont poussé Aurora vers le bloc opératoire. La docteure Dubois s'est retournée. Cela prendra des heures. Si elle survit. Sandrine a regardé les portes se fermer derrière eux. La louve qui s'était agenouillée dans la neige. Celle qui avait protégé Monique tout en mourant. Celle qui s'était interposée entre Morrison et Hugo. Son téléphone a vibré. Un SMS d'un numéro inconnu. Le même qu'il avait prévenu pour le papier. C'était une photo. Le reste de la note, d'une manière ou d'une autre déjà récupérée et photographiée. Preuve dans l'entrepôt de Stéphane Anderson en banlieue de Dijon. Congélateur numéro 3. Vérifiez les dates. En dessous, un autre message. La fille de Robert Carter mérite la vérité. Votre père ne s'est pas suicidé à cause des loups. Vérifiez les dossiers de Morrison de 2012. Les jambes de Sandrine ont flanché. Elle s'est assise lourdement sur le trottoir des urgences. Le téléphone tremblant dans ses mains. L'agent Martinez s'est agenouillé à côté d'elle. Madame, qu'est-ce qu'il y a? Elle lui a montré les messages. Sa radio a crépité immédiatement. Nous avons besoin d'un mandat pour l'entrepôt de Stéphane Anderson, a-t-il dit. Possible stockage de preuves. Qui envoie ça? A demandé Sandrine. Nous le découvrirons. Martinez l'a aidé à se relever. Pour l'instant, nous devons. Un SUV noir est entré dans la baie des urgences. Plaque fédérale. 2 agents en costume sombre en sont sortis. Sandrine Carter. L'agent féminin a montré son badge. Gendarmerie nationale. Nous devons parler de votre père. La salle d'interrogatoire de la gendarmerie nationale sentait le café brûlé et le désinfectant industriel. Sandrine était assise en face de l'agent Camille Dupont et du sergent Antoine Lambert, ses vêtements tachés de sang raide contre sa peau. 4 heures depuis qu'Aurora était entrée en chirurgie. Aucune nouvelle. Votre père a engagé Morrison en avril 2012, a dit l'agent Dupont en faisant glisser une photocopie sur la table. Virement de 5 000 €. Sandrine a fixé la signature de son père sur le formulaire bancaire, son écriture soignée et précise. Mais Morrison ne s'est pas contenté d'empoisonner des loups. Dupont a fait glisser un autre document. Il organisait déjà des chasses illégales.
L'argent de votre père l'a aidé à acheter ses premières heures d'hélicoptère. Non. La gorge de Sandrine s'est serrée. Mon père détestait les loups, mais il n'aurait pas. Il ne savait pas. L'agent Lambert a ouvert un ordinateur portable, l'a tourné vers elle. Voici les emails de Morrison de 2012. Il a promis à votre père qu'il utiliserait des méthodes de piégeage traditionnelles, légales. Sandrine a lu. Morrison décrivant des pièges à mâchoire, promettant des mises à mort rapides et humaines. Mensonges, que des mensonges. Votre père l'a découvert en décembre, a poursuivi Dupont en produisant un autre papier. Il a déposé une plainte auprès de l'ONF. A dit que Morrison avait utilisé du poison, avait tué des mères allaitantes, des louveteaux. Alors pourquoi personne n'a? Morrison avait des relations. La plainte a disparu. Votre père a réessayé en janvier et février. La voix de Dupont s'est adoucie. La dernière tentative a eu lieu le 2 mars, 2 semaines avant sa mort. 16 mars. Sandrine se souvenait de la date. Le trouver dans la grange, le remeut-on encore dans ses mains, la note qui disait simplement « Je suis désolé ». Morrison l'a menacé, a dit Lambert. Nous avons trouvé des SMS sur un vieux téléphone que Morrison a gardé. Il a dit à votre père que s'il continuait à insister, Morrison s'assurerait que tout le monde sache que Robert Carter avait payé pour empoisonner des louveteaux. Les mains de Sandrine se sont crispées. Mon père s'est suicidé à cause de la honte et de la culpabilité. Dupont a affiché un autre document. Rapport vétérinaire sur l'empoisonnement de la meute du Gévaudan. 7 adultes, 11 louveteaux. Les louveteaux sont morts lentement. La strychnine met des heures. La pièce a tourné. Qui? Sandrine s'est agrippée au bord de la table. Son téléphone a vibré. Léo. Aurora est sortie de chirurgie. Vivante mais dans un état critique. La docteure Dubois a retiré une partie de son crâne pour soulager la pression. Je dois y aller, a dit Sandrine. Pas encore. Lambert a affiché des images de sécurité sur son ordinateur portable. C'est l'entrepôt de Stéphane Anderson il y a 40 minutes. La vidéo granuleuse montrait le camion de Stéphane qui arrivait. Mais Stéphane était en garde à vue. La porte du conducteur s'est ouverte. Lucas Brennan est sorti. Il est allé à l'arrière, a ouvert le congélateur numéro 3. Il détruit les preuves, a dit Dupont. Le temps que notre mandat arrive. Le téléphone de Sandrine a sonné. Le numéro de Pierre Ride. Mais Pierre était en chirurgie. Allô? Sandrine. La voix de Monique, faible, rauque. Ils ne veulent pas me parler de Pierre. Monique, vous êtes mourante. C'est un fait. La balle a effleuré mon foie. Ils ne peuvent pas arrêter l'hémorragie. Où est Pierre? Sandrine a regardé les agents. Dupont a hoché la tête. Il est en chirurgie. Blessure à l'épaule. Il a perdu beaucoup de sang. Mais... Ne me mens pas. Monique a toussé, un bruit humide et râlant. C'est grave? Grave. Mais il est fort. 70 ans, ce n'est pas fort. Une autre toux. Sandrine, écoute. Dans le bureau de Pierre, tiroir du bas, il y a une clé USB. Du ruban rouge dessus. Monique, gardez vos forces. Pas le temps. Morrison est venu au centre il y a 2 ans. Voulait utiliser notre terrain pour la chasse, la préparation. Pierre a enregistré la conversation. Morrison a donné des noms. Stéphane, le capitaine Brennan, d'autres. La gendarmerie est ici. Le neveu du capitaine est à l'entrepôt en ce moment même, en train de détruire les preuves. Nous savons. Il surveille. Non. La voix de Monique est devenue urgente. Lucas n'est pas là pour Stéphane. Vérifiez le manifeste du congélateur. Pas ce qu'il y a maintenant. Ce qu'il y avait hier. Sandrine a répété cela aux agents. Lambert a tapé rapidement. L'inventaire d'hier montre. Mon Dieu. 12 carcasses de loups. Toutes marquées comme animaux de recherche. La meute d'Aurora, a murmuré Monique. Morrison les stockait là.
utilisant l'entrepôt de Stéphane à son insu. Comment sais-tu? La ligne a été coupée. Sandrine a recomposé. Pas de réponse. Son téléphone a vibré. Le numéro inconnu de nouveau. Cette fois, un fichier vidéo. Elle l'a ouvert. Des images de sécurité de l'intérieur de l'entrepôt. Lucas Brennan sortant des paquets emballés du congélateur. Des carcasses de loups, gelées. Il les chargeait dans son camion. Il les déplace. Sandrine a montré aux agents. Dupont était déjà à sa radio. Toutes les unités, Lucas Brennan fuit l'entrepôt de Stéphane Anderson avec des preuves. Attendez. Lambert a agrandi l'image. Regardez le mur derrière lui. Des photos étaient scotchées à l'arrière du congélateur. Des chasseurs posant avec des loups morts. Sandrine a reconnu certains visages. Des membres du conseil municipal, des chefs d'entreprise. Sur une photo, le capitaine Brennan se tenait au-dessus d'un loup blanc. Pas Aurora. Un mâle, plus grand. Le compagnon d'Aurora, a dit Sandrine. Ils ont tué son compagnon. Son téléphone a de nouveau sonné. Docteur Dubois. Sandrine. Aurora est réveillée. Mais nous avons un problème. Les services de la faune de l'État viennent d'émettre un ordre de destruction. Ils disent qu'elle est enragée. C'est impossible. Vous avez testé. Je sais. Mais quelqu'un a déposé un rapport disant qu'elle a attaqué Morrison sans provocation. Le capitaine Brennan l'a signé. Sandrine s'est levée. Il fait partie du complot. Toute l'opération. Ils envoient quelqu'un pour l'euthanasier dans 6 heures. Pouvez-vous la déplacer? Pas sans la tuer. Elle est sous assistance respiratoire. La chirurgie du crâne. Sandrine, même si elle survit, elle ne pourra jamais retourner à la vie sauvage. Les lésions cérébrales sont étendues. Par la fenêtre de la salle d'interrogatoire, Sandrine a vu 2 gendarmes escorter quelqu'un. Hugo Anderson, toujours dans les mêmes vêtements de la clinique, du sang sur sa chemise, son téléphone dans un sac de preuves. Ils ont arrêté Hugo? A demandé Sandrine à Lambert. Témoin important. Pour sa protection. Contre qui? Le téléphone de Lambert a sonné. Il a répondu, le visage s'assombrissant. Il y a eu un incident à l'hôpital. Monique Reed est décédée. Sandrine le savait. L'avait su dès que la ligne s'était coupée. Et Pierre? Arrêt cardiaque pendant l'opération. Ils l'ont ranimé, mais il est sous assistance respiratoire. Sandrine s'est effondrée sur la chaise. Monique morte. Pierre mourant. Aurora avec des lésions cérébrales est programmée pour la destruction. Les preuves qui disparaissent. Il y a plus, a dit Dupont en lisant son téléphone. Votre maison. Quelqu'un est entré par effraction. Les voisins l'ont signalé il y a 1 heure. Sandrine n'a rien ressenti. Pas de surprise, pas de colère. Juste le vide. Qu'est-ce qu'ils ont pris? Rien. Mais ils ont laissé quelque chose. Dupont lui a montré une photo de la scène. Le mur de son salon, peint à la bombe en rouge, AMIE des loups. Ton père savait mieux. En dessous, quelqu'un avait cloué quelque chose au mur. Sandrine a zoomé sur la photo. C'était un louveteau. L'un des petits d'Aurora. Celui qui était mort à la clinique. Ils avaient pris son corps et l'avaient crucifié sur son mur. Mais quelque chose était différent. La bouche était plus ouverte qu'avant, et à l'intérieur, clairement visible, se trouvait un autre morceau de papier. Nous devons nous rendre à ma maison, a dit Sandrine. C'est une scène de crime. Vous ne pouvez pas. Ce papier. Il vient de celui qui nous aide. Celui qui a envoyé les avertissements. Dupont et Lambert ont échangé un regard. Mademoiselle Carter, a dit Lambert lentement. Nous avons tracé le numéro inconnu. Les SMS et les vidéos que vous avez reçus. Qui est-ce? Le téléphone est enregistré au nom de Romain Reed. Le sang de Sandrine s'est glacé. Romain est mort. Mort en Afghanistan il y a 5 ans. Non, a dit Dupont. Romain Reed est bien vivant.
Il est sous protection des témoins depuis 2019. Il a témoigné contre des entrepreneurs militaires vendant des armes à des insurgés. Mais Pierre et Monique. Ils pensent qu'il est mort. Il le devait. Pour sa sécurité. Pour la leur. Sandrine a pensé à Monique mourante, parlant de son petit-fils. Le chagrin de Pierre. Tout cela basé sur un mensonge. Il est ici ? A demandé Sandrine. Romain est à Aix-en-Provence. C'est lui qui nous a fourni les informations. Il est revenu quand il a appris l'existence de l'opération de Morrison. Il enquête depuis des mois. Où est-il maintenant ? Lambert a vérifié son téléphone. Inconnu. Il est censé se manifester toutes les 6 heures. Il a manqué son dernier appel. La radio de Dupont a crépité. Agent Dupont, nous avons perdu Lucas Brennan. Il a échappé à nos unités. Et les preuves ? Disparu. Il a eu le temps de s'en débarrasser. Sandrine s'est levée. Aurora doit toujours mourir. Dans 6 heures. Nous travaillons sur une injonction fédérale. Morrison a un acheteur qui attend. 70 000 € pour une louve blanche, morte ou vive. Les pièces se sont assemblées dans l'esprit de Sandrine. Lucas ne détruit pas les preuves. Il récupère la marchandise. Il aurait besoin d'un vétérinaire pour euthanasier Aurora légalement, a dit Lambert. Le téléphone de Sandrine a vibré. Un autre numéro inconnu, mais cette fois, elle a reconnu l'indicatif régional. Sarlat. Allô ? Mademoiselle Carter. C'est le docteur Marc Bernard. Je viens de recevoir un appel d'urgence de l'État. Ils veulent que j'euthanasie une louve enragée à l'hôpital de la ville. Le docteur Bernard. Celui qui avait refusé de soigner Aurora. Celui qui avait dit que Stéphane Anderson était un client trop important quand Sandrine avait demandé. Ils veulent que je sois là dans 2 heures. Ils m'ont dit d'apporter mon kit d'euthanasie mobile. Docteur Bernard. Cette louve n'est pas enragée. Je sais, sa voix a baissé. C'est pour ça que je vous appelle. Quelqu'un d'autre a appelé juste après l'État. M'a offert 50 000 € pour m'assurer que le corps de la louve reste intact. Pas d'autopsie. Enlèvement rapide. L'acheteur de Morrison. Mademoiselle Carter. J'ai fait beaucoup d'erreurs. J'ai fermé les yeux trop de fois. Mais ça. Ils ont tué Monique Reed. J'ai mis au monde son petit-fils. Romain est vivant, docteur Bernard. Silence. Puis, quoi ? Il enquête sur Morrison. Il est ici, quelque part. Mon Dieu. Est-ce que Pierre le sait ? Non. Docteur Bernard, qu'est-ce que l'appelant a dit d'autre ? De les rencontrer au quai de chargement de l'hôpital. Après l'euthanasie, il prendrait le corps à partir de là. Sandrine a regardé les agents. C'est un piège. Ils vont voler Aurora. Dupont bougeait déjà. Nous aurons des unités à l'hôpital. Non. Sandrine a attrapé le bras de Dupont. S'ils voient la gendarmerie, ils s'enfuiront. Laissez-moi y aller. Laissez-les penser que leur plan fonctionne. Mademoiselle Carter, vous êtes une civile. C'est moi qui ai trouvé Aurora. C'est moi que Morrison connaît. Ils s'attendront à ce que je sois là. Son téléphone a sonné. Le fixe du refuge de la faune sauvage. Allô ? Une respiration. Laborieuse. Puis, Sandrine. Pierre. Il était vivant. Réveillé. Monique. Ils ne veulent pas me dire. La gorge de Sandrine s'est nouée. Dupont a secoué la tête. Elle est partie, Pierre. Je suis tellement désolé. Un son est sorti du téléphone. Pas tout à fait un sanglot. Plus vieux. Plus profond. Le son de quelque chose qui se brise et qui ne pourra jamais être réparé. Comment ? La balle. Son foie. C'est allé vite. Non, ça n'a pas été le cas. Rien chez Monique n'a jamais été rapide. Sa voix s'est brisée. 47 ans. Nous avons eu 47 ans. Pierre.
Romain est. La ligne a été coupée. Pas raccrochée. Coupée. Sandrine a recomposé. Rien. Lambert était sur son ordinateur portable. Le système téléphonique de l'hôpital vient de tomber en panne. Les antennes relaient aussi, a dit Dupont en vérifiant son téléphone. Quelqu'un brouille les communications. Par la fenêtre, Sandrine a vu la neige recommencer à tomber. Des flocons épais et lourds. Il passe à l'action, a-t-elle dit. Aurora, l'épreuve, tout. Ils font le ménage ce soir. Le quai de chargement de l'hôpital était sombre, à l'exception des lampes à vapeur de mercure qui coloraient la neige tombante en orange. Sandrine était assise dans la berline banalisée de l'agent Lambert, observant à travers le pare-brise. Aucun renfort de la gendarmerie visible, mais elle savait qu'ils étaient là. Dupont derrière les bennes à ordures. 2 autres agents dans le camion de la blanchisserie. La camionnette du docteur Bernard s'est garée à 23h40. Il est sorti, son sac médical à la main, les épaules voûtées contre le vent. Sandrine pouvait voir ses mains trembler alors qu'il passait son badge à l'entrée de service. Un mouvement dans sa vision périphérique. Un pick-up noir a émergé de derrière l'installation de traitement des déchets médicaux. Lucas Brennan au volant. Quelqu'un d'autre sur le siège passager. Trop sombre pour voir clairement. L'oreillette de Sandrine a crépité. Maintenez la position, la voix de Dupont. Attendez l'échange. La porte de service s'est ouverte. Le docteur Bernard est sorti en poussant un brancard. Un sac mortuaire dessus, de la taille d'un loup. La poitrine de Sandrine s'est serrée, même si elle savait qu'Aurora était toujours vivante à l'étage. C'était l'heure. 30 kilos de viande de cerf congelée enveloppée dans des couvertures thermiques. Lucas est sorti du camion. Le passager a suivi. Sandrine a reconnu la claudication. Michel Morrison, la main gauche bandée là où Stéphane lui avait arraché les doigts à coups de feu. « Je pensais que tu serais en garde à vue fédérale, » a dit Bernard, sa voix portant dans l'air froid. « J'ai payé ma caution il y a 1 heure. » Morrison a soulevé le bord du sac mortuaire, vérifiant. « C'est la louve ? » Ce qu'il en reste. La chirurgie du cerveau l'a tué avant que je puisse le faire. Morrison a refermé la fermeture éclair. Tekashi veut le crâne intact. Ça a intérêt à être. C'est intact, pour l'instant. Payez-moi et laissez-moi partir. Lucas a tendu un sac de sport à Bernard. Bernard ne l'a pas ouvert, l'a juste jeté dans sa camionnette. Tu as bien travaillé, Doc. La voix de Morrison avait changé, plus dure. Vraiment bien. Trop bien, peut-être. Bernard a reculé. Quoi ? Tu vois, on a un problème. Romain rit des vivants. Le visage de Bernard est devenu blanc sous les lumières oranges. C'est impossible. C'est ce que je pensais. Mais Lucas ici présent l'a vu à l'extérieur du refuge il y a 2 heures. L'oreillette de Sandrine. Toutes les unités, en attente. Nous avons besoin de plus. Je ne sais rien sur. A commencé Bernard. Morrison a sorti un Glock de sa veste. Pas pointé, juste tenu lâchement à son côté. Romain a fourni des informations aux fédéraux. Depuis des mois. Et tu sais ce qui est intéressant ? Il savait des choses. Des choses que seule une personne ayant accès au dossier du refuge pouvait connaître. Je ne travaille pas au refuge. Non. Mais ton fils, si. Léo Chêne. Un bénévole si dévoué. Le sang de Sandrine s'est glacé. Léo n'était pas le fils de Bernard, mais Morrison ne le savait pas. Laissez Léo en dehors de ça. Je ne peux pas faire ça, Doc. Tu vois, quelqu'un a accédé aux caméras de sécurité de Stéphane. Quelqu'un qui connaissait ses mots de passe. Et chose amusante, Léo sortait avec la fille de Stéphane l'année dernière. Il avait accès à la maison. Lucas a parlé pour la première fois. Où est Romain, Doc ? Je vous ai dit que je ne. Morrison a levé le bloc. La louve est déjà morte. Personne ne s'interrogera sur un peu de sang sur le brancard. Dans son oreillette, intervention dans 60 secondes. La porte de la camionnette de Bernard s'est ouverte. Léo Chêne est sorti,
les mains levées. Laissez-le partir. Eh bien, merde. Morrison a ri. Toute la bande est là. Léo, cours, a crié Bernard. Je ne peux pas, la voix de Léo était stable. Pas avant que vous n'entendiez ça. Il a sorti son téléphone. Même à 10 mètres de distance, Sandrine pouvait entendre la voix de Pierre Reed provenant d'un enregistrement. Morrison est venu ici il y a 2 ans. Il voulait un partenaire. Il a dit qu'il avait des acheteurs au Japon, en Chine, en Russie. Des collectionneurs riches qui voulaient des loups, des ours, des pumas vivants. Je lui ai dit d'aller au diable. La voix de Morrison a répondu sur l'enregistrement. Tu es sûr de ça, Pierre? Parce que le refuge a besoin d'argent, et j'ai Stéphane Anderson et Nicolas Brennan dans ma poche. Ça se fera avec ou sans toi. Pierre de nouveau. Il faudra me passer sur le corps. Morrison. Ça pourrait s'arranger. Léo a arrêté l'enregistrement. J'ai déjà envoyé ça à la gendarmerie, à la presse, à tout le monde. Morrison lui a tiré dessus. Le son a claqué dans la nuit. Léo a tournoyé, et tombé contre la camionnette. Le sang s'est étalé sur son épaule. Bougez, bougez, bougez. La voix de Dupont dans l'oreille de Sandrine. Mais Sandrine courait déjà, non pas vers Léo, mais vers la porte de service de l'hôpital, parce qu'elle avait vu quelque chose que Dupont n'avait pas vu. Une silhouette en blouse poussant un autre brancard. La vraie Aurora. La silhouette se déplaçait vite, trop vite pour un infirmier normal. Sandrine a reconnu la démarche. La façon dont il favorisait sa jambe gauche. Elle l'avait vu sur des photos que Monique lui avait montrées. Romain Reed. Il l'a vu arriver, a essayé de repousser Aurora à l'intérieur. La porte s'était déjà verrouillée derrière lui. Romain. Il s'est retourné. Les yeux de Monique dans un visage plus jeune. La mâchoire têtue de Pierre. 5 ans de culpabilité et de secrets écrits dans les rides prématurées autour de sa bouche. Vous êtes Sandrine. Ce n'était pas une question. Votre grand-mère est morte en vous croyant mort. Je sais, sa voix s'est brisée. Je regardais par la fenêtre. Le Glock de Morrison a de nouveau tiré. Le docteur Bernard a crié. Romain a attrapé le brancard d'Aurora, a commencé à le pousser vers le parking souterrain. Aidez-moi. Sandrine a attrapé l'autre bout. Aurora gisait immobile sous des draps chirurgicaux, la tête enveloppée de bandages, un tube respiratoire dans la gorge. Ils ont couru, les roues cliquetant sur le béton. Derrière eux, des coups de feu ont éclaté. Des armes automatiques. Pas le matériel standard de la gendarmerie. Ils ont atteint le garage. Romain avait une camionnette qui attendait. Portes arrière ouvertes. Rampe déjà descendue. Ils ont fait monter Aurora, ont sécurisé le brancard. Romain a sauté au volant. Montez. Sandrine a grimpé à l'arrière avec Aurora. Romain a mis les gaz. Les pneus crissant sur le béton lisse du garage. Ils sont sortis en trombe dans la rue alors que 2 autres pick UPS noirs tournaient au coin. Morrison a toute une équipe, a dit Romain en prenant un virage serré à gauche. Ils attendaient ça. Le respirateur d'Aurora a bipé. Batterie faible. Sandrine a trouvé le câble d'alimentation, l'a branché sur l'onduleur de la camionnette. Où allons-nous? Au refuge. C'est le seul endroit avec l'équipement pour la maintenir en vie. C'est là qu'ils s'attendront. Je sais. Romain a sorti quelque chose de sous son siège. Une clé USB avec du ruban rouge. Mais ils ne connaissent pas la chambre forte. Quelle chambre forte? Grand-père l'a construite pendant la peur du bug de l'an 2000. Sous le bloc opératoire. Générateur complet, fourniture médicale. On peut tenir jusqu'à l'arrivée des renforts de la gendarmerie. Le téléphone de Sandrine a vibré. Un SMS de Lambert. On vous a perdu de vue. Morrison s'est échappé. Docteur Bernard est à critique. Léo stable. Elle a répondu par SMS avec leur position. Pas de réponse. Le message indiquait « non distribué ». Il brouille de nouveau les antennes relais, a dit Romain. Par les vitres arrière de la camionnette, Sandrine a vu des phares.
Deux paires, qui gagnaient du terrain. Romain a tourné brusquement à droite, puis à gauche, puis de nouveau à droite. Les phares sont restés avec eux. Il a accéléré, atteignant 140 km/h sur l'autoroute déserte. L'aiguille du compteur de vitesse a grimpé au-delà de 150, 160. Le ventilateur d'Aurora a sonné l'alarme. Un avertissement de pression clignotait sur l'écran. Sandrine a vérifié les connexions. Le tube respiratoire était plié là où la tête d'Aurora avait bougé. Elle l'a redressé soigneusement. L'alarme s'est arrêtée. Vous surveillez Morrison depuis des mois, a dit Sandrine. Des années. Depuis ma mort. Les jointures de Romain étaient blanches sur le volant. Les armes sur lesquelles j'ai témoigné en Afghanistan. Morrison était le contact aux États-Unis. Il a utilisé l'argent pour construire son empire de la chasse. Pourquoi n'avez-vous pas? Pas de preuves. Juste des soupçons. Jusqu'à ce que la meute d'Aurora commence à disparaître. La clôture du refuge est apparue devant eux. Le portail était ouvert, pendant sur ses gonds. Romain a ralenti. Ce n'est pas normal. Des traces de pneus fraîches menaient à travers le portail. Plusieurs véhicules. Ils sont déjà là, a dit Sandrine. Romain a sorti un Beretta de sa veste. Vous savez tirer? Oui. Il lui a tendu un SIG Sauer de la boîte à gants. 15 cartouches. Faites-en bon usage. Ils ont remonté lentement la route d'accès. Les lumières de la clinique étaient allumées. Trop de véhicules sur le parking. Le camion de Stéphane. Le pick-up de Lucas. Deux autres que Sandrine ne reconnaissait pas. Romain s'est garé derrière le bloc opératoire. A coupé le moteur. Il faut la déplacer rapidement. L'entrée de la chambre forte se trouve derrière l'armoire à pharmacie. Ils ont descendu le brancard d'Aurora. Les yeux de la louve étaient ouverts, troubles à cause des médicaments, mais suivaient les mouvements. Sa queue a tressailli une fois, faiblement. Elle est consciente, a dit Sandrine. L'anesthésie se dissipe. Elle en a besoin de plus, mais je ne peux pas y accéder tant qu'on n'est pas à l'intérieur. Ils l'ont poussée jusqu'à la porte arrière du bloc opératoire. Romain a tapé un code. La serrure a cliqué. À l'intérieur, le bloc opératoire était détruit. Armoire renversée. Fournitures éparpillées. Du sang sur le sol. Pas de ce soir. Plus ancien. Ils sont là depuis des heures, a dit Romain. Un bruit provenant de la clinique principale. Des voix. Morrison, vérifie le sous-sol. Ils doivent être quelque part. Romain a poussé de côté l'armoire à pharmacie démolie. Derrière, une porte en acier que Sandrine n'avait jamais remarquée. Il a entré un autre code. La porte s'est ouverte vers l'intérieur, révélant des escaliers. Ils ont descendu Aurora, brancard et tout. La chambre forte était plus grande que ce que Sandrine imaginait. 6 mètres sur 9, des murs en béton, du matériel médical qui semblait provenir de surplus militaires. Romain a scellé la porte derrière eux. Acier de 8 cm. Ils auront besoin d'explosifs. Le ventilateur d'Aurora a de nouveau sonné l'alarme. Batterie critique. Le générateur, a dit Romain en appuyant sur un interrupteur. Rien ne s'est passé. Il a réessayé. Le générateur a toussé. C'est éteint. Merde. Il a vérifié la jauge de carburant. Vide. Ils l'ont vidé. La respiration d'Aurora est devenue laborieuse. Sans le ventilateur, le tube dans sa gorge l'étoufferait. Il faut l'extuber, a dit Sandrine. Elle ne respirera pas toute seule. La chirurgie du cerveau. Alors elle meurt de toute façon. Les mains de Romain se sont approchées du tube. Se sont arrêtées. Attends. Il a ouvert une trousse médicale militaire. En a sorti un petit appareil. Un ventilateur portable, manuel. Quelqu'un devra la ventiler en continu. Pour combien de temps? Jusqu'à l'arrivée des secours, ou. Il n'a pas terminé. Des bruits de pas au-dessus d'eux. Lourd. Plusieurs personnes. La voix de Morrison, étouffée mais claire. Ils sont ici quelque part.
Foutez tout en l'air. Sandrine a regardé Aurora. Les yeux de la louve avaient trouvé les siens. En eux, Sandrine a vu quelque chose qu'elle avait déjà vu une fois dans la neige. Pas de la soumission cette fois. De la confiance. Romain a pressé le ballon de réanimation. La poitrine d'Aurora s'est soulevée. A relâché. La poitrine est retombée. Toutes les 3 secondes, depuis 20 minutes maintenant. Au-dessus d'eux, quelque chose de lourd a raclé le sol. L'armoire à pharmacie était déplacée. Ils l'ont trouvé, a chuchoté Sandrine. Du métal sur du métal. Quelqu'un travaillait la serrure. Romain a passé le ballon de réanimation à Sandrine. Garde le rythme. 3 secondes. Elle a pris le relais. Le ballon était chaud de ses mains, glissant de sueur. Pressé. Relâché. Les yeux d'Aurora suivaient Romain alors qu'il se déplaçait vers un panneau mural. Grand-père était paranoïaque, a-t-il dit en l'ouvrant. Mais intelligent. À l'intérieur, 3 masques à gaz et une bonbonne rouge. Spray anti-ours. Fumigène au poivre, de qualité militaire. Remplit une pièce en 10 secondes. Il lui a tendu un masque. Mais ça quand je te le dirai. La serrure de la porte a cliqué. Ils avaient réussi à forcer. Romain ride. La voix de Morrison a résonné dans les escaliers. On sait que tu es là-dessous. Romain n'a pas répondu. Il s'est positionné à côté du cadre de la porte, la bonbonne prête. Ton grand-père est en train de mourir, a continué Morrison. Il pourrait vivre. S'il arrive à temps en chirurgie. Échange-toi contre lui. Le rythme de Sandrine a vacillé. La poitrine d'Aurora a eu un soubresaut. Elle a corrigé. Pressé. Relâché. Va te faire foutre, a répondu Romain. Vérifie par toi-même. Quelque chose a dégringolé dans les escaliers. Un téléphone. Romain l'a attrapé. Sur l'écran, une diffusion en direct. Pierre ride dans un lit d'hôpital. Des machines l'entourant. Une main tenant une seringue près de sa perfusion. Chlorure de potassium, a dit Morrison. Arrête le cœur en quelques secondes. C'est à toi de décider. Le doigt de Romain planait sur la gâchette de la bonbonne. 30 secondes, a dit Morrison. Sandrine a regardé le visage de Romain. Les yeux de Monique, la mâchoire de Pierre, le poids de 5 ans à faire semblant d'être mort. Ne le faites pas, a dit Sandrine. Pierre ne voudrait pas. 10 secondes. Romain a posé la bonbonne. Je monte. Non. Sandrine a tenté de l'attraper de sa main libre, sans pouvoir l'atteindre sans lâcher le ballon de réanimation. Il a commencé à monter les escaliers. Le corps d'Aurora a eu une secousse. Pas une crise. Elle essayait de bouger. Sa patte avant a gratté le rail du brancard. Reste avec elle, a dit Romain sans se retourner. Quoi qu'il arrive. Ses pas se sont estompés en haut des escaliers. Sandrine a entendu des voix. Morrison riant, une lutte, quelque chose heurtant le mur. Puis la voix de Lucas Brennan. Où est la louve? En bas. Une femme est avec elle. Des bruits de pas descendants. Sandrine a attrapé le Beretta que Romain avait laissé tomber de sa main libre, gardant l'autre pressant le ballon de réanimation. Lucas est apparu dans l'embrasure de la porte, son fusil pointé sur elle. Posez le pistolet. Elle mourra si j'arrête. Posez-le ou je vous tire dessus et elle mourra de toute façon. Sandrine a posé le Beretta sur le sol. Pressé. Relâché. Pressé. Lucas s'est approché. Morrison la veut vivante. Pour l'instant. Il a sorti des cercables. Vos poignets. Je ne peux pas. Le ventilateur. Il a pressé le canon du fusil contre sa tempe. Débrouillez-vous. Sandrine a passé le ballon de réanimation dans sa main gauche, a tendu sa droite. Le cercable a mordu son poignet. Elle a changé de main. Il a attaché la gauche. Le ballon était plus difficile à presser avec les poignets liés, mais c'était possible. Bougez. Il a fait un geste vers les escaliers avec le fusil. Sandrine s'est levée.
Le brancard était trop large pour les escaliers. Elle devrait porter Aurora. Aidez-moi à la soulever. Faites-le vous-même. Sandrine a regardé Aurora. 40 kilos de loup post-opératoire avec un tube respiratoire. Impossible de la porter et de maintenir la ventilation. Les yeux d'Aurora ont rencontré les siens. Puis la louve a fait quelque chose d'impossible. Elle a mordu le tube respiratoire et a tiré. Le tube a glissé hors de sa gorge avec un bruit humide. Elle a haleté, a toussé du sang, a de nouveau haleté, et a respiré. Une respiration rauque, sifflante, mais elle respirait. Bouger. Alors que Lucas poussait Sandrine vers les escaliers, elle a soulevé Aurora, le corps de la louve flasque, mais chaud. Les 40 kilos semblaient ne rien peser avec l'adrénaline inondant son système. En haut des escaliers, le fusil de Lucas lui piquant le dos. Le bloc opératoire était bondé. Morrison se tenait au-dessus de Romain, qui était à genoux, les mains liées derrière lui. Du sang coulait du nez de Romain. Stéphane Anderson était assis contre le mur, également ligoté, Hugo à côté de lui. Toute la bande est là, a dit Morrison. Sauf grand-père. Il a expiré il y a 2 minutes. La tête de Romain est tombée. Je plaisante, Harry Morrison. Il est toujours en vie. Pour l'instant. Par la fenêtre, Sandrine a vu d'autres phares s'approcher. 3 véhicules. Ce doit être l'équipe de transport de Tekashi, a dit Morrison. Chargez la louve. Lucas a arraché Aurora des bras de Sandrine. Les yeux de la louve se sont révulsés, montrant le blanc. Fais attention. A aboyé Morrison. Elle ne vaut rien morte. En fait, a dit une nouvelle voix depuis l'embrasure de la porte, elle vaut tout morte. Le capitaine Nicolas Brennan est entré, son arme de service dégainée. Morte, elle ne peut pas témoigner. Morrison a ri. Les loups ne témoignent pas, Nicolas. Non, mais les caméras que j'ai installées dans son collier, si. Tout le monde s'est tourné pour regarder le capitaine. Vous me preniez pour un idiot, a continué Brennan. Vous pensiez que je ne savais rien de votre opération. Je sais tout depuis 2 ans. J'ai tout documenté. Merde. Brennan a sorti son téléphone, a montré l'écran. Une vidéo jouait. Morrison tirant sur des loups depuis un hélicoptère, Stéphane comptant de l'argent, Lucas chargeant des carcasses. Chaque chasse, chaque pot de vin, chaque meurtre. Brennan a regardé son neveu. Je suis désolé, Lucas. J'ai essayé de te tenir à l'écart. Le fusil de Lucas a vacillé. Oncle Nicolas. La gendarmerie reçoit des copies depuis 6 mois. Ils sont à 3 minutes d'ici. Morrison a levé son Glock vers Brennan. Stéphane, toujours ligoté au sol, a donné un coup de pied dans le genou de Morrison. Le coup est parti à côté, traversant la fenêtre. Morrison a trébuché, est tombé. Lucas a lâché son fusil. Les mains en l'air. C'est fini. C'est fini. À travers la fenêtre brisée, des sirènes. Des vrais cette fois. Plusieurs agences convergents. Morrison a rampé pour récupérer son arme. Romain, les mains toujours liées, lui a donné un coup de tête. Morrison est tombé de nouveau. Est resté à terre. Sandrine a rampé jusqu'à Aurora. La respiration de la louve était superficielle, ses yeux flous. Reste avec moi, a chuchoté Sandrine. Juste un peu plus longtemps. La docteure Dubois a fait irruption par la porte, son sac médical à la main. Où est-elle? Elle s'est laissée tomber à côté d'Aurora, ses mains volant sur le corps de la louve. Elle s'est extubée. Elle a arraché le tube. Impossible avec ce niveau 2. Dubois s'est arrêté, a regardé fixement. Elle est consciente. Elle me suit du regard. Les agents de la gendarmerie ont inondé la pièce. Morrison, Lucas, même Stéphane ont été menottés et emmenés. Les liens de Romain ont été coupés. Il s'est frotté les poignets, fixant le sang sur ses mains. Mon grand-père? Vivant, a dit l'agent Dupont. Stable. Il demande à vous voir. Romain a regardé Sandrine. Vous l'avez sauvée. Non, elle s'est sauvée elle-même. Sandrine a regardé la docteure Dubois travailler,
poser des perfusions, injecter des médicaments. Va-t-elle s'en sortir? Je ne sais pas. Les lésions cérébrales. Elle devrait déjà être morte. 6 mois plus tard, Sandrine se tenait sur la colline surplombant le sanctuaire de la faune sauvage l'Aurore. 57 hectares de nature sauvage lozérienne achetés avec la vente de sa maison et un don surprenant d'Hugo Anderson, l'intégralité de son fonds en fiducie. En bas, Aurora était couchée à l'ombre d'un pin. Elle ne pouvait plus courir. Le côté droit de son corps restait partiellement paralysé suite à la chirurgie cérébrale, mais elle était vivante. Pierre Ride est arrivé dans son fauteuil roulant, poussé par Romain. Pierre avait survécu à 3 opérations, avait perdu l'usage de ses jambes, mais ses yeux étaient clairs. 33 loups maintenant, a dit Pierre. Plus 12 ours, 6 pumas, et une clinique vétérinaire très chère, a ajouté Romain. Il avait officiellement pris la direction. Ne se cachant plus, n'étant plus mort. Morrison a été condamné hier, a dit Romain. 25 ans de réclusion criminelle. Trafic fédéral et tentative de meurtre. Stéphane, 3 ans. Il a pleinement coopéré, a témoigné contre Morrison. Sandrine a regardé Aurora se relever péniblement. La louve a boité jusqu'à la clôture où un groupe d'écoliers attendait. C'était la classe de la petite fille de l'institutrice locale. Voici Aurora, a dit l'institutrice aux enfants. Elle nous a appris que les loups ne sont pas les monstres. Ce sont les gens qui le sont. Aurora s'est assise prudemment, favorisant son côté faible. Une petite fille a passé la main à travers la clôture, a touché la fourrure de la louve. La queue d'Aurora a remué une fois. Elle n'a plus jamais peur des humains, a dit Pierre. Les lésions cérébrales ont enlevé cette partie. C'est une bonne chose? A demandé Sandrine. Rien dans les lésions cérébrales n'est bon. Mais ça signifie qu'elle peut être une ambassadrice. Qu'elle peut enseigner. Le téléphone de Sandrine a vibré. Un message du docteur Bernard. Rétabli de sa blessure par balle. Léo remarche. Il veut faire du bénévolat cet été. Elle a de nouveau regardé Aurora. La louve s'était recouchée. Les mains des enfants la caressant à travers la clôture. Ses yeux ont trouvé ceux de Sandrine à travers la distance. Pas les yeux jaunes et sauvages de cette nuit dans la neige. Ses yeux étaient différents. Abîmés, changés. Mais vivants. Je dois vérifier le nouvel enclos, a dit Sandrine. Elle a descendu la colline. Les oreilles d'Aurora ont suivi son mouvement, bien que la louve n'ait pas levé la tête. Trop d'efforts maintenant. Sandrine s'est assise à côté de la clôture. Aurora a rampé, lentement et douloureusement, jusqu'à ce que sa tête repose contre le grillage près de la main de Sandrine. Tes petits auraient été magnifiques, a murmuré Sandrine. Aurora a émis un son. Pas tout à fait un hurlement. Son cerveau endommagé ne se souvenait plus vraiment comment faire. Mais de la forêt au-delà du sanctuaire, une réponse est venue. Des loups sauvages. Les membres survivants de la meute d'Aurora, vivant en liberté dans les terres protégées entourant le sanctuaire. Ils hurlaient pour elle, pour leur alpha blessé, qui ne pouvait plus courir avec eux, mais qui était toujours en vie. Toujours la leur. Aurora a réessayé. Cette fois, le son était plus juste. Cassé, mais reconnaissable. Sandrine s'est surprise à pencher la tête en arrière. Un son est sorti de sa gorge. Ni un hurlement, ni un cri. Quelque chose entre les deux. Les loups sauvages leur ont répondu à tous les deux. Je dois vous raconter comment ça s'est terminé. Pas avec la guérison d'Aurora ou la condamnation de Morrison, mais avec quelque chose de plus petit. Un mardi matin, 7 mois après ce blizzard. J'équilibrais les comptes du sanctuaire quand je l'ai entendu. Aurora, essayant de hurler. Elle essayait chaque aube depuis l'opération, son cerveau endommagé luttant pour se souvenir des notes. Mais ce matin-là, quelque chose s'est connecté. Le son n'était pas parfait, mais c'était le sien. Clair et vrai. Des collines, sa vieille meute a répondu. Puis quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Hugo Anderson, bénévole ce jour-là, a penché la tête en arrière et a hurlé aussi. Puis le docteur Bernard, en visite à Léo. Puis Pierre, depuis son fauteuil roulant. 20 personnes debout dans ce sanctuaire, hurlant avec une louve au cerveau endommagé qui nous a appris que la pitié n'est pas une faiblesse. Que parfois,
Nous devons perdre tout ce que nous pensions nécessaire pour trouver ce dont nous avons réellement besoin. Aurora est morte paisiblement 2 ans plus tard, entourée des humains qu'elle avait appris à ne pas craindre, et des loups sauvages qu'elle pouvait entendre mais avec qui elle ne pourrait plus jamais courir.